Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Le soleil se levait sur Palmiers, la jeune capitale de la Touraine, illuminant les bâtiments, modernes qui contrastaient avec la pauvreté qui se cachait dans les banlieues. Isabelle Dupont observait par la fenêtre du bus bondé, tout en se rendant à une nouvelle journée de travail. À 35 ans, elle portait sur son visage les signes d'une vie marquée par les difficultés, mais ses yeux bruns gardaient encore une lueur de détermination que même le gouverneur Alexandre Mercier n'avait pas réussi à éteindre. Le gouverneur. Mercier n'était pas seulement un politicien, il était une présence étouffante dans la vie de tous les habitants de la Touraine, surtout dans celle d'Isabelle. Son style autoritaire de gouvernance avait transformé ce qui aurait dû être une jeune capitale prometteuse, en un lieu où la peur marchait côte à côte avec les citoyens. Pour Isabelle, cette peur avait un goût encore plus amer. « Bonjour, Madame Dupont », salua Sylvain, le chauffeur qui connaissait déjà tous les passagers de cette ligne. « La journée promet d'être chaude aujourd'hui. »« Comme toutes les autres, Monsieur Sylvain, » répondit-elle avec un sourire contenu. « Mais on tiendra le coup. » Ce que Sylvain ignorait, ce que personne d'autre qu'elle n'avait besoin de savoir, c'était que cette chaleur n'était rien comparée au feu qui brûlait en elle chaque fois qu'elle devait se présenter à la direction de l'aide sociale, où elle travaillait comme assistante administrative. Non pas à cause du travail en lui-même, mais parce que le gouverneur Mercier tenait à y passer presque quotidiennement et ne manquait jamais une occasion de l'humilier. « Je ne comprends toujours pas comment quelqu'un comme vous a pu obtenir ce poste » était l'une de ses phrases préférées, toujours prononcée avec un sourire, comme s'il s'agissait simplement d'une plaisanterie. Mais Isabelle savait que ce n'en était pas une. C'était le rappel constant que sa position était fragile, que son maintien en poste dépendait de l'humeur de cet homme. Tout avait commencé 3 ans auparavant, lorsqu'Isabelle, lors d'une réunion publique, avait questionné le gouverneur sur les coupes dans l'éducation qui affectaient l'école de son fils, Lucas. Ce qui aurait dû être un simple exercice de citoyenneté s'était transformé en une persécution voilée. Mercier n'avait jamais oublié ni pardonné ce moment d'insubordination, comme il l'avait lui-même qualifié. En descendant du bus, Isabelle respira profondément, se préparant à une nouvelle journée. La direction se trouvait à quelques mètres de la place des Tournesols, le cœur administratif de Palmiers. L'immense bâtiment de verre et de béton, qui aurait dû symboliser la transparence et la solidité, ne représentait pour elle que l'oppression. « Bonjour, Isabelle », salua Madame Josette, la réceptionniste de 60 ans qui arrivait toujours avant tout le monde. « J'ai vu la voiture du gouverneur passer. Je pense qu'il vient pour la réunion du matin. » L'estomac d'Isabelle se contracta. Cela signifiait qu'elle devrait servir le café, prendre des notes, être présente dans la salle pendant que Mercier dirigeait la réunion avec son attitude intimidante. Cela signifiait des heures de regards condescendants et de commentaires malveillants déguisés en plaisanterie. « Merci pour l'avertissement, Madame Josette », répondit-elle, se dirigeant rapidement vers le petit vestiaire pour changer ses vêtements simples contre l'uniforme de la direction. Dans les toilettes, elle ajusta ses cheveux bouclés qui s'échappaient obstinément de son chignon, appliqua un rouge à lèvres discret et se regarda dans le miroir. « Tu es forte, Isabelle », murmura-t-elle à son reflet. « Il ne te brisera pas. » La matinée se déroula comme prévu. Le gouverneur arriva ponctuellement à 9 heures, accompagné de sa suite de conseillers. Pendant la réunion avec les directeurs, il prit soin d'interrompre Isabelle 3 fois pendant qu'elle servait le café, corrigeant la façon dont elle disposait les tasses, sa façon de se déplacer dans la salle et même la quantité de sucre disponible. « Voici la représentante du peuple dans notre direction », commenta-t-il avec un faux sourire à l'un des entrepreneurs présents. « Elle pense en savoir plus que nous sur la gestion des fonds publics. » Les autres rirent, nerveux, tandis qu'Isabelle gardait un visage impassible. Des années de pratique lui avaient appris à ne pas montrer la douleur que ses paroles lui causaient. Quand elle put enfin souffler, pendant le déjeuner, Isabelle se réfugia dans la petite cuisine réservée au personnel. Elle y trouva Marion, une collègue du service d'entretien devenue sa confidente. « Il était insupportable aujourd'hui », commenta Marion, lui offrant la moitié de son repas. « J'ai vu comment il t'a parlé pendant la réunion.
« J'ai l'habitude, répondit Isabelle, bien que l'humidité dans ses yeux dise le contraire. L'important, c'est qu'à la fin du mois, j'ai mon salaire pour subvenir aux besoins de Lucas. Sans cela, je ne sais pas ce que nous deviendrions. » Ce qui soutenait Isabelle, outre l'amour pour son fils adolescent, c'était son deuxième emploi. 3 fois par semaine, après son service à la direction, elle travaillait au Spa and Resort L'Oasis, un établissement luxueux fréquenté par l'élite de Palmiers. Là, comme assistante masseuse, elle trouvait non seulement un complément à son revenu, mais aussi une évasion temporaire. Cet après-midi-là, après avoir terminé sa journée à la direction, Isabelle se rendit au spa situé dans le quartier chic de la ville. Tout en marchant, elle sentait le poids de la journée se dissiper lentement. Au spa, elle n'était pas la femme que le gouverneur humiliait. Elle était une professionnelle respectée, quelqu'un dont les mains apportaient soulagement et bien-être. « Bonjour, ciel bleu », salua le gardien de l'établissement, utilisant le nom qu'elle avait adopté là-bas. Au spa, Isabelle devenait ciel bleu, un nom qu'elle avait choisi non seulement pour protéger son identité, mais aussi comme symbole de la liberté qu'elle ressentait dans cet espace. « Bonjour, Georges », répondit-elle avec un sourire sincère. « Le premier de la journée. Comment va ta fille ? Mieux, grâce à Dieu et à cette tisane que tu as recommandée. » À l'intérieur du spa, l'ambiance était complètement différente de celle de la direction. Lumière douce, musique d'ambiance, arômes d'huiles essentielles et murmures discrets des conversations créaient une atmosphère de tranquillité. Isabelle se dirigea vers le vestiaire où elle échangea ses vêtements contre l'uniforme bleu turquoise que portaient toutes les thérapeutes. « Ciel, je suis contente que tu sois arrivée », dit Régine, la gérante du spa, une femme de 50, au visage serein et à la voix calme. « Nous avons une cliente spéciale aujourd'hui, l'épouse du docteur Cardo. Elle a demandé spécifiquement à te voir. » Isabelle acquiesça, ressentant une vague de satisfaction. Ici, son travail était valoriser et ses compétences reconnues. Tout en préparant la salle pour la cliente, arrangeant des serviettes douces et sélectionnant des huiles aromatiques, elle pensait à combien cet endroit représentait un contraste absolu avec le reste de sa vie. Le spa n'était pas seulement un lieu de travail. C'était un microcosme qui reflétait les inégalités de la société. Tandis que les clients déboursaient de petites fortunes pour des soins de beauté et de relaxation, les employés, comme elle, parvenaient à peine à payer leurs factures à la fin du mois. La plupart des clients n'imaginaient même pas que la thérapeute qui massait leur dos tendu travaillait 2 emplois pour survivre. Pourtant, il y avait des moments de connexion authentique. Certaines clientes, comme Madame Cardo, traitaient Isabelle avec respect et même avec affection. Dans ces moments-là, elle sentait qu'il existait peut-être un monde différent, où des personnes de classes sociales distinctes pouvaient se côtoyer avec dignité. À mesure que l'après-midi avançait, Isabelle s'immergeait de plus en plus dans son rôle de ciel bleu, laissant temporairement derrière elle les humiliations subies le matin. Ses mains travaillaient avec précision, soulageant les tensions, procurant du confort. C'était comme si chaque contact avec ses clients guérissait aussi un peu de ses propres blessures. À la fin de la journée, alors qu'elle rangeait ses affaires pour rentrer chez elle, Régine s'approcha avec une enveloppe. « Ciel, j'ai reçu une demande spéciale pour demain, » dit-elle, lui remettant le papier. « Un client important, qui n'est jamais venu ici auparavant. Il a demandé notre meilleur thérapeute, et je t'ai recommandé. » Isabelle ouvrit l'enveloppe, curieuse. À l'intérieur, il n'y avait qu'une carte avec le nom Bernard Thibault et l'heure fixée pour la fin de l'après-midi du lendemain. « Il n'a pas donné plus de détails, » expliqua Régine. « Il a juste dit qu'il avait besoin d'un traitement complet, quelque chose qui l'aiderait à se détendre après un long voyage. Il semble être quelqu'un d'important de Paris. »« Pas de problème, » répondit Isabelle, rangeant la carte. « Je donnerai le meilleur de moi-même, comme toujours. » En quittant le spa, la nuit était déjà tombée sur Palmiers. Isabelle attendit le bus qui la ramènerait dans le quartier modeste où elle vivait avec son fils. Pendant qu'elle attendait, elle observait les voitures de luxe qui passaient, emmenant des gens à des dîners coûteux, des fêtes exclusives, des maisons confortables, un monde si éloigné du sien. Son téléphone sonna. C'était Lucas, demandant si elle rapporterait quelque chose pour le dîner. La voix de l'adolescent, mélange d'homme et d'enfant, fit sourire ses lèvres. Pour lui, elle supportait tout. Pour lui, elle n'abandonnait pas.
J'apporte ce gâteau au fromage que tu aimes, répondit-elle, et nous avons ce reste de poulet d'hier. En raccrochant, son regard rencontra de l'autre côté de l'avenue un immense panneau publicitaire avec le visage d'Alexandre Mercier et le slogan « Gouverner pour tous ». L'ironie de cette phrase lui retourna l'estomac. Tous, dans la vision de Mercier, n'incluaient certainement pas des personnes comme elle. Le lendemain matin se leva avec une fine pluie qui tombait sur Palmiers, un soulagement temporaire de la chaleur caractéristique de la région. Isabelle se réveilla avant le réveil, comme elle le faisait toujours. Les premiers moments de la journée étaient sacrés pour elle, la seule période où elle pouvait profiter de la tranquillité de son foyer avant que le monde extérieur n'exige sa force. « Maman, il y a du café ?» La voix ensommeillée de Lucas venait de la chambre voisine, brisant le silence. « C'est presque prêt, mon fils, » répondit Isabelle, tout en préparant un café simple et en mettant de côté le dernier pain qui restait pour le petit déjeuner de l'adolescent. Lucas apparut dans la petite cuisine, les cheveux crépus et bourriffés, les yeux encore marqués par le sommeil. À 16 ans, il était déjà plus grand que sa mère, avec les mêmes yeux expressifs et la même détermination inscrite sur son jeune visage. « Il y a une réunion du conseil des élèves aujourd'hui, » commenta-t-il, tout en dévorant son petit déjeuner. « Que nous organisons un débat sur la réforme de l'école. » Isabelle sourit, à la fois fière et inquiète. Son fils avait hérité de son esprit questionneur, de la même volonté de lutter pour le changement. Mais elle craignait qu'il ne subisse les mêmes conséquences qu'elle. « Fais juste attention à ce que tu dis, mon fils, » avertit-elle en lui servant plus de café. « Les gens ne sont pas toujours disposés à entendre la vérité. »« C'est pour ça que tu ne dis plus rien contre le gouverneur ?» demanda Lucas avec la franchise caractéristique des adolescents. « Parce qu'il te persécute depuis cette fois-là ?» La question frappa Isabelle comme un coup. Elle ne savait pas que son fils percevait tant de choses. « Les choses sont compliquées, Lucas. Parfois, nous devons choisir nos batailles. Mais si personne ne se bat, rien ne change, maman. C'est toi-même qui me l'as toujours dit. » Isabelle ne répondit pas. Ses propres paroles, maintenant répétées par son fils, sonnaient comme une accusation silencieuse. Il y avait longtemps qu'elle avait cessé de lutter, se concentrant uniquement sur la survie. Après avoir dit au revoir à Lucas, qui partait pour l'école, Isabelle se dirigea vers une nouvelle journée à la direction. La pluie s'était intensifiée et elle en remercia intérieurement. Les jours de pluie signifiaient que le gouverneur apparaissait rarement pour ses visites surprises. La journée se déroula avec une tranquillité inhabituelle. En fin d'après-midi, Isabelle quitta la direction et se rendit directement au spa, l'esprit déjà concentré sur le client spécial qu'elle allait recevoir. À son arrivée, Régine l'accueillit avec un regard soulagé. « Heureusement que tu es arrivé, Ciel. Monsieur Thibault est déjà là, il est arrivé plus tôt. Il est dans la salle d'attente VIP. » Isabelle se hâta de se changer et de préparer la salle de thérapie. Elle mit des huiles essentielles dans le diffuseur, ajusta la température, sélectionna la musique appropriée, une composition douce de sons de la nature mêlée à des mélodies instrumentales. Chaque détail était important pour créer l'expérience parfaite. Lorsque tout fut prêt, elle se dirigea vers la salle d'attente VIP, un environnement exclusif, décoré avec une élégance minimaliste, réservé aux clients les plus importants du spa. Bernard Thibault n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Assis dans un fauteuil en cuir, lisant un magazine sur le développement durable, se trouvait un homme d'environ 50 ans, vêtu de vêtements simples mais manifestement coûteux, pantalon en lin, chemise en coton, chaussures italiennes. Ses cheveux grisonnants aux tempes lui conféraient un air distingué, et quand il leva les yeux pour rencontrer les siens, Isabelle ressentit quelque chose de différent, un regard qui la voyait vraiment. « Monsieur Thibault, je suis Ciel Bleu, votre thérapeute pour aujourd'hui. » Il se leva, tendant la main dans un geste de respect que peu de clients manifestaient. « S'il vous plaît, appelez-moi Bernard, » répondit-il avec un sourire sincère. « Je vous remercie de me recevoir, surtout avec un si court préavis. » Tandis qu'elle le conduisait vers la salle de thérapie, Isabelle remarqua que Bernard observait tout avec attention, non pas avec le regard critique de quelqu'un qui cherche des défauts, mais avec l'intérêt sincère de quelqu'un qui apprécie les détails. « Cet endroit est charmant, » commenta-t-il. « Il a une très bonne énergie. »« Nous travaillons pour créer une ambiance harmonieuse, » répondit Isabelle, surprise par la facilité de la conversation.
La plupart des gens viennent ici pour échapper au stress quotidien. Et vous? Trouvez-vous aussi une évasion ici? La question posée avec naturel prit Isabelle au dépourvu. Les clients s'intéressaient rarement à sa vie. D'une certaine façon, oui, répondit-elle prudemment. Ce travail me permet d'aider les gens, d'apporter un peu de paix dans leur vie. Dans la salle de thérapie, Isabelle expliqua la procédure comme elle le faisait avec tous les clients. Bernard écouta attentivement, posant des questions pertinentes qui montrèrent du respect pour son travail. « Je vais attendre dehors pendant que vous vous préparez, » dit-elle, indiquant le peignoir et les serviettes. « Quand vous serez prêt, vous pourrez vous allonger sur la table couvert par la serviette. » Quand elle revint, Bernard était déjà positionné et Isabelle commença le massage avec des mouvements doux, se concentrant sur l'évaluation des tensions du corps du client. Elle remarqua immédiatement qu'il portait beaucoup de tension dans les épaules et la région lombaire. « Vous devez passer de nombreuses heures assis », commenta-t-elle, appliquant plus de pression sur un point particulièrement tendu. « Coupable », répondit-il avec un léger sourire dans la voix. « Entre les voyages, les réunions et les heures passées sur l'ordinateur, mon corps en paie le prix. »« Qu'est-ce qui vous amène à Palmiers ?» demanda Isabelle, maintenant un ton professionnel, tout en travaillant sur ses épaules. « Les affaires, principalement, mais aussi quelques questions personnelles qui étaient en suspens depuis longtemps. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il avait dit « questions personnelles » qui avait capté l'attention d'Isabelle, une note de détermination, peut-être même d'appréhension. Au fur et à mesure que la séance avançait, la conversation coulait naturellement. Bernard posait des questions sur Palmiers, sur son travail au spa, toujours avec un intérêt sincère qu'Isabelle rencontrait rarement chez ses clients. C'était rafraîchissant d'être traité comme une personne, pas seulement comme une prestataire de service. « Vous êtes très talentueuse », commenta-t-il lorsque la séance touchait à sa fin. « Vos mains ont une intuition spéciale pour trouver exactement où se situe la tension. »« Merci », répondit Isabelle, surprise par le compliment sincère. « Des années de pratique aident. »« Plus que la pratique, je pense que c'est un don », insista Bernard. « Tous ceux qui travaillent dans ce domaine n'arrivent pas à établir cette connexion. » Quand la séance fut terminée, Isabelle quitta la salle pour que Bernard puisse s'habiller. À son retour, elle le trouva déjà prêt, regardant par la fenêtre la pluie qui continuait de tomber sur Palmiers. « Une ville intéressante », commenta-t-il. « Si jeune et déjà avec tant d'histoires. Certaines meilleures que d'autres », répondit Isabelle presque sans réfléchir. Bernard se tourna pour la regarder, une expression curieuse sur son visage. « Vous ne semblez pas aussi enthousiaste à propos de votre ville que la plupart des gens que j'ai rencontrés ici. » Isabelle hésita. Normalement, elle gardait ses opinions pour elle-même, surtout avec les clients. Mais il y avait quelque chose chez Bernard qui inspirait confiance. « Palmiers a beaucoup de potentiel, » dit-elle finalement, « mais elle a aussi ses problèmes, comme n'importe quel endroit. Des problèmes créés par des personnes, j'imagine. » Commenta-t-il avec un regard perspicace. « C'est généralement ainsi que ça fonctionne. » Avant qu'Isabelle ne puisse répondre, Régine apparut à la porte avec un sourire professionnel. « Monsieur Thibault, j'espère que vous avez apprécié nos services. Puis-je vous offrir une boisson pendant que je prépare votre facture ?»« C'était excellent, merci, » répondit-il, sans quitter Isabelle des yeux. « En fait, j'aimerais réserver une autre séance pour demain, si possible, avec ciel bleu, spécifiquement. » Régine parut surprise mais satisfaite. « Bien sûr, je vais vérifier son agenda. » Lorsque Régine partit, Bernard s'approcha d'Isabelle. « J'espère ne pas être importun, dit-il à voix basse, mais j'aimerais vraiment poursuivre notre conversation. Je sens qu'il y a beaucoup plus à savoir sur cette ville et sur vous. » Isabelle sentit un frisson parcourir son échine. Ce n'était pas la première fois qu'un client manifestait un intérêt personnel pour elle, mais avec Bernard, c'était différent. Il n'y avait pas le ton prédateur que certains hommes utilisaient, seulement un intérêt sincère, respectueux. La plupart des gens ne s'intéressent pas autant à la vie d'une simple masseuse, répondit-elle, essayant de garder un ton léger. Je suis certain que vous êtes bien plus que votre profession, rétorqua-t-il, tout comme je suis plus qu'un homme d'affaires. À ce moment, Régine revint. Nous avons un créneau disponible demain à 17h. Cela vous conviendrait-il? Parfait, répondit Bernard, regardant toujours Isabelle. Je serai là. Après son départ,
Régine ne put contenir sa curiosité. « Qu'as-tu fait avec lui ? Je n'ai jamais vu un nouveau client aussi impressionné. »« J'ai simplement fait mon travail, » répondit Isabelle, encore intriguée par la rencontre, « comme je le fais avec tous. »« Eh bien, quoi que ce soit, continue. Monsieur Thibault t'a laissé un généreux pourboire pour toi en plus d'acheter un forfait de séance. » En quittant le spa, il faisait déjà nuit. La pluie s'était arrêtée, laissant l'air propre et frais. Tout en attendant le bus, Isabelle ne pouvait s'empêcher de penser à Bernard Thibault. Il y avait quelque chose de différent chez lui, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à définir. Son téléphone vibra dans son sac. C'était un message de Lucas. « Je vais dormir chez Pierre pour faire un travail scolaire. Il y a de la nourriture dans le frigo. Je t'aime. » Isabelle sourit. L'indépendance de son fils l'inquiétait parfois, mais la remplissait aussi de fierté. Il grandissait, devenant sa propre personne. En arrivant chez elle, le petit appartement semblait encore plus petit sans la présence énergique de Lucas. Isabelle prépara un thé, s'assit sur le petit balcon et observa les lumières de la ville. Quelque part là-bas, Bernard Thibault était logé dans un hôtel luxueux, vivant une réalité complètement différente de la sienne. Le lendemain, la routine à la direction fut interrompue par la pire des surprises. Le gouverneur Mercier apparut pour une inspection surprise. Son humeur semblait particulièrement acide ce jour-là. « Isabelle » appela-t-il, quand il la vit passer dans le couloir. « Venez ici. » Le cœur battant, elle s'approcha, gardant un visage impassible. « Oui, gouverneur ? » « J'ai entendu dire que votre fils agite les étudiants dans cette école, » dit-il, avec un sourire froid. « Il semble que la pomme ne tombe pas loin. »« De l'arbre, n'est-ce pas ?» Isabelle sentit son sang se glacer. Comment savait-il pour les activités de Lucas au conseil des élèves? « Mon fils participe simplement au conseil, gouverneur. C'est un bon élève. »« bien sûr, répondit Mercier avec une fausse cordialité. « J'ai juste pensé que vous aimeriez savoir que nous gardons un œil sur lui. Ce serait dommage. Si quelque chose venait entraver l'avenir brillant du garçon. » La menace voilée donna la nausée à Isabelle. Mercier sourit, satisfait de l'effet de ses paroles, et continua son chemin dans le couloir, la laissant paralysée. Le reste de la journée passa comme un flou. Isabelle accomplit ses tâches mécaniquement, l'esprit partagé entre l'inquiétude pour Lucas et une colère impuissante. Quand elle arriva enfin au spa, elle se sentait émotionnellement épuisée. « Tu vas bien ?» demanda Régine dès qu'elle la vit. « Tu sembles pâle. »« Juste fatiguée, » répondit Isabelle, forçant un sourire. « Rien qu'une bonne tasse de thé ne puisse résoudre. »« Eh bien, prends ce thé rapidement. Ton client spécial est déjà arrivé et il demande après toi. » Isabelle avait presque oublié son rendez-vous avec Bernard. Elle respira profondément, essayant d'écarter ses préoccupations. Elle ne pouvait pas laisser le gouverneur ruiner aussi cet aspect de sa vie. Quand elle entra dans la salle d'attente VIP, Bernard se leva immédiatement. Son sourire chaleureux vacilla en voyant le visage tendu d'Isabelle. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-il, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Rien d'important, » répondit-elle, essayant de reprendre son personnage professionnel. « Juste une journée difficile. Commençons votre séance. » Bernard la suivit en silence jusqu'à la salle de thérapie. Lorsqu'Isabelle revint après lui avoir laissé l'intimité nécessaire pour se préparer, elle le trouva assis sur la table, encore habillé, un regard déterminé sur le visage. « Ciel !» dit-il, utilisant le nom sous lequel il la connaissait. « Où devrais-je dire, Isabelle ?» Le choc paralysa Isabelle. Son cœur s'emballa tandis qu'elle essayait d'assimiler ce qu'elle venait d'entendre. Comment cet homme, un parfait étranger jusqu'à la veille, connaissait-il son vrai nom? La sensation de vulnérabilité fut immédiate et écrasante. « Comment avez-vous » commença-t-elle, faisant instinctivement un pas en arrière, sa main cherchant l'appui du mur. « S'il vous plaît, ne vous alarmez pas, » dit Bernard, levant les mains dans un geste apaisant. « Je ne suis pas ici pour causer des problèmes. » En fait, c'est exactement le contraire. Isabelle jeta un coup d'œil rapide vers la porte, calculant la distance. Son esprit bouillonnait de possibilités, aucune d'entre elles réconfortante. Bernard était-il un autre sbire de Mercier, envoyé pour l'intimider d'une manière nouvelle et cruelle? « Qui êtes-vous vraiment » demanda-t-elle, essayant de garder une voix ferme. « Et que voulez-vous de moi ?» Bernard soupira profondément, passant la main dans ses cheveux grisonnants. « Mon nom est bien Bernard Thibault.
Je suis homme d'affaires, je travaille principalement dans la technologie durable, mais je suis à Palmiers pour des raisons qui vont au-delà des affaires. Il fit une pause, comme s'il choisissait soigneusement ses prochains mots. Je suis venu à cause d'Alexandre Mercier. Le nom du gouverneur prononcé dans cet environnement qu'Isabelle considérait comme son sanctuaire résonna comme une profanation. Elle sentit son estomac se retourner. « Si vous travaillez pour lui… » »« Non, » interrompit Bernard fermement. « Je ne travaille pas pour Alexandre. En fait, je suis ici pour l'affronter. » Isabelle plissa les yeux, méfiante. Elle avait entendu trop d'histoires de personnes qui se disaient contre le gouverneur pour ensuite la trahir. Mais quelque chose, dans le regard de Bernard, un mélange de détermination et curieusement de culpabilité, la fit hésiter. « Pourquoi me dites-vous cela? Pourquoi m'avez-vous cherché ?»« Parce que vous êtes l'une de ses victimes, » répondit simplement Bernard. « Et parce que contrairement à beaucoup d'autres, vous ne vous êtes pas brisé. Vous continuez à lutter même si c'est silencieusement. » Ces paroles touchèrent quelque chose de profond en Isabelle. Pendant des années, elle s'était considérée comme faible pour ne pas avoir confronté ouvertement le gouverneur, pour avoir avalé des humiliations afin de protéger son emploi, son fils. Entendre quelqu'un reconnaître sa résistance silencieuse était à la fois surprenant et émouvant. « Comment en savez-vous autant sur moi ?» demanda-t-elle, toujours prudente. « J'ai fait mes recherches, » admit Bernard, « sur Alexandre, sur ceux qu'il a lésés au fil des ans. Votre nom est apparu plusieurs fois. » Isabelle croisa les bras, se sentant exposée. « Et qu'avez-vous exactement découvert sur moi? Que vous l'avez confronté publiquement au sujet de coupes dans l'éducation il y a 3 ans. Que depuis lors, il s'est fait un devoir de transformer votre vie en enfer. Que vous travaillez à 2 emplois pour subvenir aux besoins de votre fils adolescent. Et que, malgré tout cela, vous n'avez jamais laissé complètement détruire votre esprit. » La précision des informations était troublante. Isabelle marcha jusqu'à la fenêtre, ayant besoin d'espace pour respirer, pour réfléchir. « Je ne sais pas ce que vous attendez de moi, monsieur Thibault. Je ne suis qu'une fonctionnaire essayant de survivre. Vous êtes bien plus que cela. »« Isabelle, » dit Bernard d'une voix douce, « et quant à ce que j'attends, juste une chance d'expliquer qui je suis et pourquoi je suis ici. Ensuite, vous déciderez si vous voulez m'écouter ou non. » Quelque chose dans sa sincérité la fit acquiescer lentement. « Vous avez 15 minutes, » dit-elle, regardant l'horloge sur le mur. « Après cela, j'ai d'autres clients. » Bernard respira profondément avant de commencer. « Alexandre et moi, nous sommes connus à l'université, il y a plus de 30 ans. Nous étions amis, croyez-le ou non. 2 jeunes provinciaux avec de grands rêves. » Un triste sourire passa sur son visage. « Je voulais changer le monde avec la technologie, lui avec la politique. Nous nous étions promis l'un à l'autre que, quels que soient les chemins que nous emprunterions, nous ne perdrions jamais de vue le bien commun. » Isabelle trouvait difficile d'imaginer le gouverneur Mercier comme un jeune idéaliste. L'homme qu'elle connaissait était la personnification de l'ambition démesurée et de la cruauté calculée. « Après la faculté, nous avons suivi des chemins différents, » continua Bernard. « Je suis allé à Paris puis à l'étranger. Alexandre est retourné en Touraine et a commencé sa carrière politique. Nous avons maintenu un contact sporadique au fil des ans, mais peu à peu, j'ai remarqué des changements en lui. L'ambition a commencé à éroder les idéaux que nous avions partagés. Ce n'est pas une histoire rare en politique, commenta Isabelle, toujours méfiante. Non, ce ne l'est pas, convint Bernard. Mais avec Alexandre, c'était plus que cela. J'ai vu un homme bon se transformer en quelqu'un de méconnaissable. Quand il est devenu gouverneur lors de son premier mandat, nous maintenions encore un certain contact. Il m'a même invité à investir ici, offrant des incitations fiscales, un accès privilégié. Bernard fit une pause, le visage tordu dans une expression de regret. « Et vous avez accepté ?» demanda Isabelle. « Oui, initialement. J'ai ouvert une filiale de mon entreprise ici. C'est alors que j'ai commencé à voir ce qui se passait réellement. Les contrats suspects, les intimidations, l'utilisation du pouvoir pour un bénéfice personnel. J'ai confronté Alexandre à ce sujet. J'imagine que ce n'était pas une conversation agréable, commenta Isabelle, se rappelant comment le gouverneur réagissait à toute forme de critique. Ce fut la fin de notre amitié, confirma Bernard. Il m'a accusé de naïveté, a dit que c'était ainsi que le monde fonctionnait. Quand j'ai refusé de participer à ses combines, il a commencé à
Mettre des obstacles pour mon entreprise ici. Finalement, j'ai dû fermer la filiale. Et maintenant, vous êtes de retour pour vous venger? Demanda Isabelle, incapable de cacher son scepticisme. Non, répondit Bernard fermement. Je suis de retour parce que j'ai enfin le courage de faire ce que j'aurais dû faire il y a des années, l'affronter publiquement. Exposer ce qu'il est devenu. Et qu'est-ce que j'ai à voir avec tout cela? Bernard la regarda directement dans les yeux. Vous êtes une preuve vivante de ce qu'Alexandre fait à ceux qui osent le défier, mais vous êtes aussi la preuve qu'il ne parvient pas à briser tout le monde. J'ai besoin de personnes comme vous, Isabelle. Un lourd silence s'installa entre eux. Isabelle se sentait partagée entre la méfiance naturelle et une étincelle d'espoir qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. « Comment puis-je vous faire confiance ?» demanda-t-elle finalement. « Les paroles sont faciles, monsieur Thibault. »« Vous avez raison, » convint-il. « Et je ne m'attends pas à ce que vous me fassiez confiance immédiatement. Je vous demande seulement de me donner une chance de prouver mes intentions. » Il hésita un moment avant de continuer. « Il y a un restaurant tranquille près du lac. Nous pourrions mieux parler là-bas, après votre service. Sans pression, juste une conversation. » Isabelle considéra la proposition. Une partie d'elle voulait refuser immédiatement, retourner à la sécurité de sa routine. Mais une autre partie, une partie qu'elle avait eue depuis longtemps, aspirait à faire quelque chose, à enfin affronter l'homme qui avait transformé sa vie en un cauchemar constant. « À 9 heures, dit-elle finalement. « Je serai là à 9 heures, mais je ne promets rien d'autre que de vous écouter. » Le sourire de Bernard illumina son visage. « C'est tout ce que je demande. Merci, Isabelle. » Le reste de la journée passa comme un flou pour Isabelle. Elle s'occupa de ses autres clients machinalement, l'esprit occupé par la conversation avec Bernard et les possibilités et dangers qu'elle représentait. À 8h30, après avoir terminé son dernier rendez-vous, Isabelle alla au vestiaire pour se changer. Elle se regarda dans le miroir, essayant de décider si ce qu'elle était sur le point de faire était courageux ou simplement imprudent. « Tu sors ?» demanda Régine, entrant dans le vestiaire. « Tu sembles nerveuse. »« Juste un rendez-vous, » répondit vaguement Isabelle. Régine sourit avec un regard entendu. « Ce ne serait pas avec ce client charmant, par hasard? Ce Bernard ?» Isabelle rougit involontairement. « C'est juste une conversation, Régine. Rien de plus. »« Bien sûr, » répondit la gérante avec un sourire. « Eh bien, amuse-toi bien dans cette conversation. Tu le mérites. » Le restaurant au bord du lac était discret, mais élégant. Des lumières douces se reflétaient dans l'eau et des tables bien espacées garantissaient l'intimité. Isabelle se sentit immédiatement déplacée, consciente de ses vêtements simples et de ses cheveux attachés sans grand soin. Bernard était déjà là, à une table éloignée avec vue sur le lac. Il se leva en la voyant, avec un sourire chaleureux, qui atténua un peu son anxiété. « Vous êtes venue, dit-il, tirant la chaise pour elle. « Merci pour cela. »« Je n'ai pas encore décidé si c'était une bonne idée, » répondit Isabelle, s'asseyant rigidement. « Je comprends votre prudence, » dit Bernard, retournant à sa place. « À votre place, je serais probablement encore plus méfiant. » Un serveur s'approcha pour prendre les commandes. Isabelle opta pour un thé, tandis que Bernard commanda un vin rouge. « Alors, » commença-t-elle dès que le serveur s'éloigna, « vous avez dit que vous vouliez affronter Mercier publiquement. Comment exactement comptez-vous faire cela ?» Bernard se pencha en avant, baissant la voix. « J'ai des preuves d'irrégularité dans les contrats publics, d'abus de pouvoir, d'intimidation systématique, des documents, des témoignages, des registres financiers. Suffisamment pour, au minimum, ouvrir une enquête sérieuse. Et pourquoi ne pas avoir remis cela à la police ou au procureur? Parce que je sais comment Alexandre opère. Il a des gens partout, Isabelle. Je dois créer un dossier si solide, avec tant de pression publique, qu'il lui sera impossible. » De l'étouffer. Isabelle secoua la tête, sceptique. « Vous pensez vraiment pouvoir faire tomber un gouverneur comme ça? Il a du pouvoir, des connexions, de l'argent. »« Moi aussi, » répondit simplement Bernard. « Et contrairement à lui, je suis prêt à utiliser tout cela pour le bien. Mais j'ai besoin de plus que des documents et de l'argent. J'ai besoin de personnes qui puissent témoigner, qui puissent donner un visage humain à cette histoire. » Le serveur revint avec les boissons. Isabelle enveloppa la tasse de thé avec ses mains, cherchant du réconfort dans sa chaleur. «
Vous me demandez de m'exposer davantage, dit-elle après un long silence, de mettre en péril non seulement mon emploi, mais peut-être même ma sécurité, la sécurité de mon fils. Je sais que c'est beaucoup demandé, admit Bernard, et je comprendrai parfaitement si vous refusez. Mais je sais aussi que des gens comme Alexandre ne prospèrent que lorsque la peur l'emporte sur le courage, quand les victimes restent isolées et silencieuses. Ces paroles touchèrent une vérité qu'Isabelle connaissait bien. Pendant des années, elle s'était sentie seule dans sa souffrance, convaincue que rien ne pouvait changer. « Je ne suis pas la seule qui l'a lésée », dit-elle finalement. « Il y a des dizaines, peut-être des centaines de personnes dans cette ville qui ont souffert de ces politiques, de ces persécutions. » « Exactement, » convint Bernard, une lueur d'espoir dans les yeux. « Ensemble, vous êtes beaucoup plus forts que lui. » « Tout cela semble beau en théorie, » répondit Isabelle, toujours prudente. « Mais en pratique, qui risquerait tout pour une chance incertaine de justice? Plus de personnes que vous ne l'imaginez, » dit Bernard. « En fait, j'ai déjà commencé à en réunir quelques-unes. » Cette information surprit Isabelle. « Qui ? Des entrepreneurs locaux qui ont été extorqués, d'anciens fonctionnaires du gouvernement qui ont été licenciés pour n'avoir pas accepté des irrégularités, des journalistes qui ont vu leur reportage censuré. » Bernard fit une pause avant d'ajouter « Et demain, si vous le permettez, j'aimerais vous présenter quelqu'un de spécial. Quelqu'un qui, comme vous, a affronté Alexandre directement et en a payé un prix élevé. » La curiosité d'Isabelle fut éveillée. « Qui est cette personne ? » Son nom est Louise Charpentier. Elle était directrice de l'éducation lors du premier mandat d'Alexandre. C'est elle qui a essayé d'empêcher les coupes qui ont affecté l'école de votre fils. Le nom était familier. Isabelle se souvenait vaguement d'une femme déterminée qui parlait avec passion des réformes éducatives. Elle avait disparu de la scène politique aussi brusquement qu'elle était apparue. « J'ai entendu dire qu'elle avait déménagé dans une autre région, » commenta Isabelle. « C'était l'histoire officielle, » expliqua Bernard. « La vérité est qu'Alexandre l'a détruite professionnellement, après qu'elle a refusé de mettre en œuvre ses coupes. Elle a fini par quitter Palmier, oui, mais pas par choix. Et elle est revenue ? Oui, il y a une semaine. Et elle est déterminée à raconter son histoire, tout comme d'autres personnes qui perdent progressivement la peur. » Isabelle but une gorgée de son thé, qui avait déjà refroidi. L'idée de ne pas être seule, de faire partie d'un mouvement plus large contre Mercier, était à la fois effrayante et étrangement libératrice. « Que proposez-vous exactement ?» demanda-t-elle finalement. « Un procès collectif ? Une dénonciation dans la presse ? » « Tout cela et plus encore, » répondit Bernard. « Je propose un mouvement civique organisé, des manifestations pacifiques, des actions en justice, une couverture. Des médias indépendants, un front uni contre l'abus de pouvoir. Cela semble ambitieux, ça l'est, » convint Bernard, « mais c'est aussi nécessaire. Et possible, si des personnes comme vous se joignent à nous. » Un silence contemplatif tomba entre eux. Isabelle regarda par la fenêtre, observant la surface calme du lac, si contraire à la tempête d'émotions qu'elle ressentait. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-elle finalement. « Cela n'affecte pas seulement moi, mais aussi mon fils. »« Bien sûr, » répondit Bernard avec gentillesse, « prenez le temps dont vous avez besoin, mais sachez que, quelle que soit votre décision, vous n'êtes plus seule dans cette lutte, Isabelle. » Des paroles simples mais puissantes éveillèrent quelque chose en elle, une émotion longtemps oubliée, un mélange d'espoir et de détermination qu'elle avait réprimé pendant des années. « Et si je voulais rencontrer cette Louise ?» demanda-t-elle avec hésitation. « Juste pour parler, sans engagement. » Le visage de Bernard s'illumina. « Elle serait très heureuse de vous rencontrer. Nous pouvons nous retrouver demain, dans un endroit discret. Après mon service au spa, » convint Isabelle. « Mais je ne promets rien au-delà d'une conversation. C'est tout ce que je demande pour l'instant, » répondit Bernard. En se séparant à la porte du restaurant, Isabelle ressentit une étrange légèreté, comme si un poids qu'elle portait depuis des années avait commencé très subtilement à diminuer. « Merci pour la conversation, » dit-elle, « et pour le dîner. Ce fut un plaisir, » répondit Bernard. « Et Isabelle, merci pour votre courage. Je sais que ce n'était pas facile de venir ici ce soir. » Elle sourit légèrement. « Parfois, monsieur Thibault, le courage n'est que le désespoir déguisé en espoir. »
Sur le chemin du retour, tandis que le bus parcourait les rues illuminées de palmiers, Isabelle réfléchissait à tout ce qui s'était passé au cours des 2 derniers jours. La vie qu'elle menait, soigneusement organisée pour minimiser les risques et survivre aux humiliations quotidiennes, était sur le point de changer. La question était, serait-elle prête pour cela? En arrivant chez elle, elle trouva Lucas regardant un documentaire sur la petite télévision du salon. « Salut, maman », salua-t-il, sans quitter l'écran des yeux. « Tu rentres? Tard aujourd'hui. »« J'avais un rendez-vous après le travail, » répondit-elle, posant son sac sur la table. « Tu as dîné? »« Oui, j'ai fait ces pâtes que tu m'as apprises. » Isabelle s'assit à côté de son fils, observant son profil concentré. Comment serait son avenir si les choses continuaient comme elles étaient? Si Mercier restait au pouvoir, persécutant quiconque osait le questionner? « Lucas, » dit-elle doucement. « Qu'est-ce qui, selon toi, rend une personne courageuse ?» L'adolescent se tourna vers elle, surpris par la question philosophique inattendue. « Je pense que c'est quand tu fais ce qui est juste, même en ayant peur, » répondit-il, après avoir réfléchi un moment. « Pourquoi cette question ?» Isabelle sourit, touchant affectueusement le visage de son fils. « Je réfléchis juste à certaines choses. Tu as raison, tu sais, le courage n'est pas l'absence de peur. C'est faire ce qui doit être fait, malgré la peur. » Cette nuit-là, en essayant de dormir, Isabelle pensa au rendez-vous fixé pour le lendemain. Rencontrer Louise Charpentier ne serait que le début d'un voyage incertain, potentiellement dangereux. Mais pour la première fois depuis des années, elle ressentait quelque chose au-delà de la peur et de la résignation. Elle ressentait la possibilité de changement. Sa dernière pensée avant de s'endormir fut l'image de Bernard Thibault, ses yeux sincères, sa détermination contagieuse. Un allié inattendu dans une bataille qu'elle avait jusqu'alors menée seule. Le lendemain matin se leva avec une clarté intense qui semblait refléter la nouvelle détermination d'Isabelle. Pendant qu'elle préparait le café, elle observait Lucas ranger son sac pour l'école, son esprit encore en train de traiter la conversation de la veille avec Bernard. Serait-il vraiment possible d'affronter quelqu'un d'aussi puissant que le gouverneur Mercier? Et plus important encore, était-elle prête à risquer la stabilité, même précaire, qu'elle avait construite pour elle et son fils? « Maman, tout va bien ?» La voix de Lucas interrompit ses pensées. « Tu fixes le vide depuis un bon moment. » Isabelle sourit, versant le café dans la tasse de son fils. « Je réfléchis juste à la journée qui m'attend. Rien d'important. » Lucas l'examina avec ses yeux perspicaces qui ressemblaient tant aux siens. « Tu es sûre? Tu es différente depuis hier. »« Différente comment ?» demanda-t-elle, sincèrement curieuse de savoir comment son fils l'apercevait. « Je ne sais pas l'expliquer, » répondit-il haussant les épaules. « Tu sembles plus vivante. » Cette observation, faite avec la sincérité directe des adolescents, toucha Isabelle profondément. Était-elle devenue si éteinte, si résignée, que même son fils remarquait la différence quand une étincelle d'espoir s'allumait en elle? « C'est ton imagination, » dit-elle, caressant les cheveux de son fils. « Maintenant va, sinon tu seras en retard. » Après le départ de Lucas, Isabelle s'accorda quelques moments de réflexion. L'idée de rencontrer Louise Charpentier, de potentiellement faire partie d'un mouvement contre le gouverneur, était à la fois effrayante et excitante. Mais la menace que Mercier avait proférée concernant Lucas la veille résonnait encore dans son esprit. Était-elle prête à mettre l'avenir de son fils en danger? Le chemin vers la direction ne lui avait jamais semblé si long. Chaque pas était accompagné de pensées contradictoires, de doutes et d'étincelles de courage. En arrivant, elle perçut immédiatement une atmosphère différente. Des groupes d'employés conversaient à voix basse, se dispersant rapidement quand quelqu'un de l'administration approchait. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle à Madame Josette, qui semblait particulièrement agitée ce matin-là. « Vous n'êtes pas au courant ?» répondit la réceptionniste, baissant la voix. « On dit que le gouverneur est furieux. Il semble que quelqu'un rassemble des preuves contre lui, préparant une sorte de dossier. La nouvelle a fuité hier soir. » Le cœur d'Isabelle s'accéléra. Était-ce le travail de Bernard qui montrait déjà ses effets? Et que dit-on d'autre? demanda-t-elle, essayant de garder un ton désinvolte. Qu'il a ordonné d'enquêter sur tous les fonctionnaires qui l'ont déjà critiqué d'une façon ou d'une autre. Madame Josette lui lança un regard significatif. « Faites attention, ma petite. Votre nom est probablement sur cette liste. »
La matinée se déroula dans un climat de tension palpable. Isabelle resta occupée avec ses tâches, évitant les conversations inutiles, mais constamment attentive à tout mouvement inhabituel. Le gouverneur n'apparut pas, ce qui était à la fois un soulagement et un sujet d'inquiétude. Où était-il et que préparait-il? Pendant le déjeuner, elle reçut un message d'un numéro inconnu. Rendez-vous confirmé 19h. Adresse modifiée pour des raisons de sécurité. J'enverrai les détails plus tard. B. Le message, certainement de Bernard, ne fit qu'accroître son anxiété. Le changement de lieu suggérait qu'il était également préoccupé par d'éventuelles représailles. Le jeu devenait plus sérieux à chaque instant. Dans l'après-midi, alors qu'elle organisait des documents aux archives, Isabelle fut surprise par Marion qui entra précipitamment et ferma la porte derrière elle. « Je dois te dire quelque chose », dit son amie, visiblement nerveuse. « Je viens d'entendre une conversation entre M. Paul et le conseiller du gouverneur. M. Paul était le directeur de l'aide sociale, un homme généralement discret qui s'impliquait rarement dans les machinations politiques de Mercier. « Qu'as-tu entendu ?» demanda Isabelle, sentant un frisson dans son ventre. « Il parlait d'une liste d'employés problématique », répondit Marion faisant des guillemets avec ses doigts. « Ton nom a été mentionné, Isabelle. Ils disent que tu as été vue avec un agitateur venu d'ailleurs. Bernard. Il savait déjà pour Bernard. La rapidité avec laquelle l'information était parvenue aux oreilles du gouverneur était effrayante. « Merci de m'avoir prévenu, » dit Isabelle, essayant de rester calme. « Je vais faire attention. »« Que se passe-t-il, Isa ?» demanda Marion, inquiète. « Qui est cet homme avec qui on t'a vu ?» Isabelle hésita. Marion était son amie, mais moins les gens en savaient, plus ce serait sûr pour tous. « Juste une connaissance, » répondit-elle vaguement. « Rien d'important. » Le reste de la journée se passa dans un état d'alerte constante. Chaque regard, chaque conversation interrompue quand elle approchait semblait chargée de significations cachées. Quand elle quitta enfin la direction, Isabelle se sentait comme si elle avait couru un marathon. Au spa, l'ambiance tranquille offrit un certain soulagement. Elle se concentra sur ses clients, sur la routine familière de ses mains travaillant sur des corps tendus, trouvant un refuge temporaire dans la simplicité de ses tâches. Régine remarqua son inquiétude. « Il s'est passé quelque chose, Ciel. Tu sembles distante aujourd'hui. »« Juste fatiguée, » répondit Isabelle, forçant un sourire. « Je n'ai pas très bien dormi. »« Serait-ce à cause de ce dîner d'hier ?» demanda Régine avec un regard suggestif. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra à nouveau. Un autre texte du même numéro inconnu. 19h. Café Panorama, rue des Palmiers. Table au fond. Venez seul et n'en parlez à personne. Lottie. Café Panorama était un endroit discret, fréquenté principalement par des étudiants universitaires, un lieu où il serait improbable de rencontrer quiconque lié au gouvernement. À 18h45, après avoir terminé son dernier rendez-vous, Isabelle se changea et sortit rapidement du spa. Elle choisit de prendre un taxi au lieu de son bus habituel, un luxe qu'elle se permettait rarement. Mais l'urgence et la peur d'être suivie justifiaient cette dépense. Le café Panorama était modérément rempli à son arrivée. Des jeunes conversaient joyeusement entre des livres ouverts et des ordinateurs portables, créant le bourdonnement parfait pour une conversation nécessitant de l'intimité. Elle se dirigea vers le fond de l'établissement où elle aperçut Bernard assis à une table isolée, accompagné d'une femme d'environ 50 ans, aux cheveux courts grisonnants et à l'allure élégante. Bernard se leva en la voyant, son visage montrant du soulagement. « Isabelle, je suis content que vous soyez venue, » dit-il, tirant une chaise pour elle. « Voici Louise Charpentier. » La femme tendit la main avec un sourire chaleureux. « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, Isabelle. Bernard m'a beaucoup parlé de vous. » Isabelle serra la main de Louise, étudiant son visage. Il y avait une force tranquille chez cette femme, mais aussi des signes de quelqu'un qui avait mené des batailles difficiles. « Je vous prie de m'excuser pour le changement de lieu de dernière minute, » expliqua Bernard, dès qu'Isabelle fut assise. « Nous avons eu des raisons de croire que le lieu initial pourrait ne pas être sûr. »« Le gouverneur sait déjà pour vous, » dit Isabelle sans détour. « Pour nous. On en parle à la direction, comme quoi j'aurais été vue avec un agitateur. » Bernard.
et Louise échangèrent des regards préoccupés. « Ces informateurs sont efficaces, » commenta Louise. « Ils l'ont toujours été. C'est ainsi qu'il a réussi à m'écarter de la direction de l'éducation. » « Racontez-lui, Louise, » encouragea Bernard. « Je pense qu'il est important qu'Isabelle comprenne ce à quoi elle est confrontée. » Louise but une gorgée de son thé avant de commencer. « J'étais directrice de l'éducation pendant la première année du mandat d'Alexandre. Je croyais vraiment que nous pourrions transformer le système éducatif de la Touraine. J'étais naïve, dit-elle, avec un triste sourire. J'ai vite compris que l'éducation n'était pas une priorité pour lui. Les coupes ont commencé progressivement, toujours justifiées comme une réaffectation des ressources vers des domaines plus urgents. « Je me souviens de vous, » dit Isabelle. « Vous défendiez toujours les écoles lors des réunions publiques. »« Oui, et c'est exactement ce qui a scellé mon destin, » poursuivit Louise. « Quand j'ai refusé de mettre en œuvre les coupes les plus sévères, Alexandre a entamé une campagne systématique pour me discréditer. D'abord, ce furent les rumeurs, que j'étais incompétente, que je détournais des fonds. Puis vinrent les menaces voilées. Son visage se durcit au souvenir. La goutte d'eau a été quand il a menacé ma fille, qui était alors professeure dans une école publique. Il a dit qu'elle serait transférée dans l'école la plus éloignée de la région si je ne coopérais. Pas. C'est là que j'ai réalisé qu'il n'avait pas de limite. Isabelle frissonna. La menace que Mercier avait proférée contre Lucas la veille résonna dans son esprit. « Qu'avez-vous fait ?» demanda-t-elle, bien qu'elle soupçonnât déjà la réponse. « J'ai démissionné, » répondit simplement Louise, « et j'ai quitté la région. Ma fille aussi. Nous sommes allés dans le nord, nous avons recommencé nos vies. Je pensais que c'était la fin de l'histoire. » Mais ce ne fut pas le cas, intervint Bernard. « Non, » acquiesça Louise, une lueur de détermination apparaissant dans ses yeux. « Parce que certains fantômes nous poursuivent, non pas pour nous hanter, mais pour nous rappeler que nous avons des comptes à régler. »« Pourquoi revenir maintenant ?» demanda Isabelle. « Après tant de temps ?»« Parce que nous avons enfin une vraie chance de l'affronter, » répondit Louise. « Bernard m'a contacté il y a quelques mois. Il m'a montré les preuves qu'il avait recueillies, m'a parlé d'autres personnes prêtes à s'exprimer. Pour la première fois, j'ai senti que ce n'était pas juste un rêve impossible. Et ça ne l'est pas, assura Bernard, une lueur déterminée dans les yeux. Le réseau grandit, Isabelle. Des entrepreneurs locaux qui ont été extorqués, des journalistes censurés, des fonctionnaires intimidés. Même certains politiciens de l'opposition qui ont toujours eu peur de l'affronter directement commencent à nous soutenir, même si c'est en coulisses. « Que planifiez-vous exactement ?» demanda Isabelle, toujours prudente. « Une manifestation ?»« Pacifique pour commencer, » répondit Bernard. « Quelque chose d'assez important pour attirer l'attention des médias nationaux. Simultanément, nous présenterons une plainte formelle au procureur de la République avec toutes les preuves que nous avons rassemblées. Et nous avons besoin de visages et de voix pour cette manifestation, compléta Louise. Des personnes comme vous, Isabelle, des personnes qui peuvent raconter leurs histoires, montrer le côté humain de cette tyrannie. L'idée de s'exposer, publiquement de confronter ouvertement le gouverneur, fit retourner l'estomac d'Isabelle. « Il a menacé mon fils », dit-elle à voix basse. « Hier, il a dit qu'il surveillait ses activités au conseil des élèves, que ce serait dommage si quelque chose entravait son avenir. » Louise tendit la main, tenant fermement celle d'Isabelle. « Je sais exactement ce que vous ressentez, » dit-elle, avec une empathie sincère. « La peur pour nos enfants est différente de toute autre. Elle est paralysante. C'est pourquoi nous comprendrons parfaitement si vous décidez de ne pas participer activement, » assura Bernard. « Vous nous aidez déjà, beaucoup simplement en connaissant l'existence du mouvement, en gardant les yeux et les oreilles ouverts à la direction. » Isabelle regarda les deux, sentant le poids de la décision qu'elle devait prendre. Pendant des années, elle avait choisi la voie de la sécurité, de la soumission silencieuse pour protéger ce qui lui était le plus précieux. Mais à quel prix? Quel exemple donnait-elle à Lucas? Quand aurait lieu cette manifestation? Demanda-t-elle finalement. Dans 2 semaines, répondit Bernard, sur la place des Tournesols, devant le palais de la Touraine. Nous avons déjà l'autorisation officielle de la mairie. 2 semaines, répéta Isabelle pensive. Et combien de personnes espérez-vous rassembler? Au moins 500, dit Louise. Nous avons déjà la confirmation de groupes d'étudiants, d'associations d'enseignants, de petits entrepreneurs.
Mais nous avons besoin de plus. Le spa, dit soudain Isabelle, une idée prenant forme dans son esprit. Je peux parler à quelques personnes là-bas. Beaucoup d'employés ont leurs propres histoires d'oppression. Et Régine, la gérante, a perdu son frère qui était petit entrepreneur à cause des politiques prédatrices de Mercier. Les yeux de Bernard brillèrent. Ce serait incroyable, Isabelle. Mais êtes-vous sûre? Ce serait un risque pour votre emploi là-bas aussi. Je pense qu'il est temps d'arrêter de vivre dans la peur, répondit-elle, se surprenant. Elle-même par la fermeté de sa voix. Lucas m'a dit quelque chose hier. Il a dit que le courage, c'est faire ce qui est juste, même en ayant peur. Il a raison. Un sourire d'admiration apparut sur le visage de Louise. Votre fils semble être un jeune homme très sage. Il l'est, acquiesça Isabelle, sentant une vague de fierté. Et il mérite de grandir dans un endroit où il n'a pas besoin d'avoir peur de dire la vérité. Bernard leva sa tasse dans un toast silencieux. Bienvenue dans la résistance, Isabelle. La conversation se poursuivit pendant plus d'une heure. Louise partagea plus de détails sur son expérience, sur la façon dont le gouverneur avait systématiquement miné des projets éducatifs qui ne servaient pas ses intérêts politiques. Bernard expliqua sa stratégie pour s'assurer que la manifestation bénéficierait d'une couverture médiatique nationale, incluant des contacts qu'il avait établis avec des journalistes de grands médias. « Une chose que nous devons décider, » dit Bernard, « c'est qui va parler lors de la manifestation. Nous avons besoin d'histoires personnelles puissantes qui humanisent l'impact des actions de Mercier. » « Isabelle serait parfaite, » suggéra Louise. « Son histoire représente exactement le type de persécution mesquine qui caractérise son gouvernement. » Isabelle sentit un frisson dans sa colonne vertébrale. « Moi? Parler publiquement? Seulement? » « Si vous vous sentez à l'aise, » assura rapidement Bernard, « nous ne voulons mettre personne sous pression. » Isabelle respira profondément. L'idée d'affronter une foule, d'exposer publiquement son histoire, était terrifiante. Mais en même temps, il y avait quelque chose de libérateur dans cette possibilité. « J'y réfléchirai, » dit-elle finalement. « Je ne peux pas promettre maintenant. » Bien sûr, convint Louise avec un sourire compréhensif, chacun contribue comme il le peut. En quittant le café, il était déjà plus de 9 heures du soir. Bernard insista pour appeler un taxi pour Isabelle. « Par sécurité, » expliqua-t-il, « nous ne voulons pas que vous soyez vus prenant le bus à cette heure, surtout après notre rencontre. » En attendant le taxi, Louise serra chaleureusement Isabelle dans ses bras. « Merci d'être venue. »« Aujourd'hui, » dit-elle. « Je sais combien cela a été difficile pour vous. Nous sommes ensemble dans cette histoire maintenant, » répondit Isabelle, rendant l'étreinte. Bernard lui remit une petite clé USB. « Voici toutes les preuves que nous avons recueillies jusqu'à... »« C'est à présent, » expliqua-t-il. « Gardez-la en lieu sûr. C'est notre police d'assurance. » Le taxi arriva, et Isabelle prit congé avec un sentiment mêlé d'appréhension et de détermination. Sur le chemin du retour, elle observait les rues illuminées, de palmiers avec un regard neuf. La ville qui avait été si longtemps le théâtre de son oppression lui apparaissait maintenant comme un champ de bataille potentiel, un lieu où elle pourrait enfin affronter ses démons. En arrivant chez elle, elle trouva Lucas endormi sur le canapé, des livres scolaires éparpillés autour de lui. Elle le couvrit d'une légère couverture, observant son visage serein. Pour lui, pour son avenir, elle était prête à affronter ce qui serait nécessaire. Elle rangea la clé USB dans une petite boîte à bijoux qu'elle gardait cachée au fond de son armoire. Puis, elle prit une douche chaude, laissant l'eau emporter à la fatigue et la tension de la journée. Tandis qu'elle se préparait à dormir, son téléphone vibra avec un message de Bernard. « Merci pour aujourd'hui. Vous n'êtes plus seul dans cette lutte. Nous resterons en contact via ce numéro. Dormez bien et restez en sécurité. » Isabelle sourit à l'écran du téléphone. La sensation d'isolement qui l'avait accompagnée pendant des années commençait à se dissiper. Il y avait d'autres personnes prêtes à affronter Mercier, des personnes courageuses comme Louise, des personnes puissantes comme Bernard. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à ressentir quelque chose qu'elle avait presque oublié, l'espoir. Le lendemain, pendant son service au spa, Isabelle observa ses collègues de travail avec un regard neuf. Combien d'entre eux avaient aussi des histoires d'oppression? Combien seraient prêts à rejoindre la cause s'ils en avaient l'opportunité? Plus vous commentez et partagez,
plus nous pourrons vous apporter des histoires qui touchent à votre cœur. Laissez votre nom dans les commentaires et nous pourrons l'inclure dans une de nos prochaines histoires avec un salut spécial juste pour vous. Pendant la pause, elle s'approcha de Claire, une esthéticienne qui travaillait au spa depuis des années et avec qui elle entretenait une relation amicale. « Claire, puis-je te poser une question ?» commença-t-elle prudemment. « Que penses-tu » Du gouverneur Mercier ? Le visage de Claire se durcit immédiatement. « Pourquoi veux-tu savoir ça, ciel ?»« Simple curiosité, » répondit Isabelle, gardant un ton décontracté. « J'ai entendu quelques personnes en parler récemment. » Claire regarda autour d'elle pour s'assurer qu'elles étaient seules avant de répondre à voix basse. « Cet homme a détruit l'entreprise de mon mari avec ses taxes spéciales. Nous avons dû tout vendre et recommencer à zéro. Pourquoi crois-tu que je travaille à 2 endroits comme toi ?» La franchise de la réponse surprit Isabelle. Apparemment, elle n'était pas la seule à garder des ressentiments. « Je suis désolée, dit-elle sincèrement. Je ne savais pas. »« Personne ne sait, » répondit Claire avec un haussement d'épaules résigné. « Nous n'en parlons pas. Que pouvons-nous faire, après tout? Il est intouchable. » Isabelle hésita un moment avant de faire le pas suivant. « Et s'il ne l'était pas? S'il y avait un mouvement en formation contre lui ?» Les yeux de Claire s'écarquillèrent. « De quoi parles-tu, ciel ?»« Je ne peux pas encore en dire beaucoup, » répondit Isabelle, prudente. « Mais s'il y avait une chance de l'affronter, de montrer au monde qui il est vraiment, serais-tu intéressé ?» Une lueur d'intérêt apparut dans les yeux de Claire. « Peut-être, selon ce que cela impliquerait. »« Une manifestation pacifique pour commencer, » expliqua Isabelle. « Un mouvement civique, organisé. Ça semble dangereux, » commenta Claire, mais il n'y avait pas de rejet dans sa voix, seulement de l'inquiétude. « Ça l'est, » convint Isabelle, « mais c'est peut-être plus dangereux de continuer à vivre comme nous le faisons, toujours dans la peur. » Claire étudia le visage d'Isabelle pendant un long moment avant de répondre. « Dis-m'en plus quand tu le pourras. Je veux entendre. » Les jours qui suivirent furent d'une intense activité pour Isabelle. Avec une prudence méticuleuse, elle s'approcha de plus de collègues au spa, sondant leurs opinions sur le gouverneur, identifiant des alliés potentiels. À sa surprise, presque tous avaient des histoires d'oppression ou connaissaient quelqu'un qui avait souffert sous le régime de Mercier. La peur était universelle, mais sous la surface, il y avait un courant croissant d'indignation prêt à émerger. Régine fut la dernière personne avec qui Isabelle parla. En tant que gérante du spa, elle représentait à la fois une opportunité et un risque plus grand. Si elle était de leur côté, elle pourrait être une alliée précieuse, sinon elle pourrait tout détruire avant même que cela ne commence. « Régine, puis-je te parler en privé ?» demanda Isabelle à la fin de son service, quand le spa était presque vide. La gérante haussa les sourcils, intriguée. « Bien sûr, ciel. Un problème ?» Elles se dirigèrent vers la petite salle qui servait de bureau à Régine. Isabelle ferma la porte et respira profondément avant de commencer. « Régine, je travaille ici depuis presque 3 ans, et tu as toujours été juste avec moi. J'ai confiance en toi. »« Je commence à m'inquiéter, » commenta Régine, s'asseyant derrière son bureau. « Que se passe-t-il ? Tu te souviens quand tu m'as parlé de ton frère ? De comment il a perdu son magasin ?» Le visage de Régine se durcit immédiatement. « Bien sûr que je m'en souviens. Pourquoi mentionnes-tu cela ? » Maintenant ? Parce que je crois que ce n'était pas un cas isolé, et parce qu'il existe un groupe de personnes qui s'organisent pour affronter le responsable de cela. Les yeux de Régine s'écarquillèrent de compréhension. « Tu parles du gouverneur, » dit-elle à voix basse. « Tu parles d'affronter Alexandre. »« Mercier. » Isabelle acquiesça, étudiant attentivement les réactions de la gérante. « C'est de la folie, » poursuivit Régine, passant la main dans ses cheveux. « Il est trop puissant. Il a des gens partout. Et c'est exactement pour cela qu'il continue à faire ce qu'il fait, » argumenta Isabelle, « parce que nous avons tous trop peur pour nous unir contre lui. » Régine regarda Isabelle comme si elle la voyait pour la première fois. « Ciel, ou devrais-je dire Isabelle ?» La mention de son vrai nom fit geler Isabelle. « Comment tu… » « J'ai toujours su, » répondit Régine avec un sourire mélancolique. « Je vérifie les antécédents de tous les employés. Ne t'inquiète pas, ton secret est en sécurité avec moi. » Isabelle respira, soulagée, mais cette révélation la laissa momentanément sans voix. « Qu'est-ce que ce groupe prévoit exactement ?» demanda Régine, brisant le silence. « Une manifestation pacifique pour commencer,
dans 2 semaines sur la place des Tournesols, et une plainte formelle au procureur de la République avec des preuves de corruption et d'abus de pouvoir. Régine resta silencieuse pendant un long moment, son visage masquant des émotions contradictoires. « Mon frère s'est suicidé, tu sais ?» dit-elle finalement, sa voix presque un murmure. Après avoir tout perdu, il n'a pas supporté l'humiliation, les dettes, le sentiment d'échec. Isabelle sentit son cœur se serrer. Elle n'avait jamais su les détails, seulement que le frère de Régine était parti. « Je suis désolée, dit-elle sincèrement. Je ne savais pas, personne ne sait. J'ai préféré dire qu'il avait déménagé dans une autre région. » Régine essuya une larme solitaire. « C'était il y a 4 ans, et depuis, je porte cette douleur, cette colère, sans pouvoir rien faire. Maintenant, tu peux, dit doucement Isabelle. Nous le pouvons tous. » Régine se leva, marchant jusqu'à la fenêtre qui donnait sur le jardin intérieur du spa. Qui dirige ce mouvement? Un homme d'affaires nommé Bernard Thibault et Louise Charpentier, l'ancienne directrice de l'éducation. « Louise est revenue ?» demanda Régine, surprise. « Je pensais qu'elle avait quitté la région pour toujours. »« Elle est revenue pour se battre, » confirma Isabelle. « Comme d'autres qui sont fatigués de vivre dans la peur. » Régine se retourna pour lui faire face. « Que me demandes-tu exactement, Isabelle? Ton aide? Ton soutien? Et peut-être, l'utilisation discrète du spa comme lieu de réunion occasionnelle. C'est le dernier endroit où les gens s'attendraient à trouver un mouvement de résistance. Une lueur apparut dans les yeux de Régine, quelque chose entre l'admiration et la détermination. « C'est dangereux, » commenta-t-elle, « pour nous tous. »« Oui, » convint Isabelle, « mais certaines choses valent le risque. » Régine retourna à son bureau s'asseyant lourdement. « Mon frère s'appelait Antoine, dit-elle après un long silence. Il avait 5 ans de plus que moi. Il a toujours été mon protecteur, mon héros. Quand il a tout perdu à cause de cet homme, quelque chose s'est brisé en lui. » Elle leva les yeux, brillant maintenant de détermination. « Si nous avons une chance, aussi petite soit-elle, de faire justice, compte sur moi. » Le soulagement submergea Isabelle. Régine n'était pas seulement une alliée, c'était quelqu'un avec des motivations personnelles profondes pour lutter contre Mercier. « Merci, » dit-elle sincèrement. « Cela signifie beaucoup. »« Que devons-nous faire maintenant ?» demanda Régine, adoptant déjà une attitude pratique. « Continuer à identifier des personnes de confiance, répandre discrètement la nouvelle de la manifestation et commencer à recueillir plus d'histoires, des preuves de l'impact humain des politiques de Mercier. » « Je peux faire ça, » assura Régine, « et pour le spa comme lieu de réunion. »« Nous devrions être extrêmement prudents, » expliqua Isabelle. « Peut-être utiliser l'horaire après la fermeture 1 ou 2 fois seulement. »« Nous pouvons organiser une séance spéciale de bien-être pour les employés, » suggéra Régine, pensive. « Personne ne questionnerait si nous restions ici plus. Tard un jour spécifique. »« Ce serait parfait, » convint Isabelle. « J'informerai Bernard et Louise. » Quand elle quitta le spa ce soir-là, Isabelle ressentait un mélange d'appréhension et de détermination. Le réseau de résistance grandissait, des gens s'unissaient, partageant leurs histoires, leurs douleurs, leurs colères. Il y avait une énergie dans l'air, une sensation que quelque chose d'important prenait forme. En arrivant chez elle, elle trouva Lucas dans la cuisine, préparant le dîner. L'odeur de riz et de haricots remplissait le petit appartement. « Quelle bonne surprise !» commenta-t-elle, embrassant le sommet de la tête de son fils. « Depuis quand sais-tu cuisiner ?»« J'ai appris quelques trucs avec la mère de Pierre, » répondit-il avec un sourire fier. « J'ai pensé que tu aimerais une pause aujourd'hui. » Le geste l'émut profondément. Malgré toutes les difficultés, elle avait élevé un fils sensible, attentionné. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il, en servant les assiettes. Isabelle hésita. Il y avait tant qu'elle aurait aimé partager, tant de nouvelles sur le mouvement qu'elle aidait à construire. Mais il y avait aussi l'instinct de le protéger, de le tenir à l'écart de tout danger. « Bien, » répondit-elle finalement, « chargé. » Lucas l'observa avec ce regard perspicace qui parfois la déconcertait. « Il se passe quelque chose, n'est-ce pas? Tu sembles différente ces derniers jours. »« Différente comment ?» demanda-t-elle, sincèrement curieuse de la perception de son fils. « Plus vivante, » répondit-il, répétant l'observation qu'il avait faite quelques jours plus tôt. « Comme si tu avais trouvé quelque chose d'important. » La précision de l'observation la surprit.
C'était exactement ce qu'elle ressentait, comme si elle s'était réveillée d'une longue torpeur, comme si elle récupérait enfin quelque chose qu'elle avait perdu. Peut-être bien, admit-elle avec un petit sourire, mais il est encore tôt pour en parler. Lucas sembla satisfait de la réponse. Quoi que ce soit, j'aime te voir ainsi. Après le dîner, tandis que Lucas faisait ses devoirs, Isabelle reçut un message de Bernard. Nouvelles importantes. Mercier a convoqué une réunion d'urgence avec ses conseillers les plus proches. Un informateur nous dit qu'il est préoccupé par les rumeurs concernant la manifestation. Nous devons accélérer nos plans. Pouvons-nous nous rencontrer demain? Le cœur d'Isabelle s'accéléra. Le gouverneur savait-il déjà pour la manifestation? Si oui, il tenterait certainement de l'empêcher. Régine a proposé le spa comme lieu de réunion, répondit-elle. Nous pouvons utiliser l'espace. Après la fermeture, comme une séance spéciale pour les employés. La réponse vint presque immédiatement. Excellent. Demain à 21h. Confirmé. J'amènerai quelques personnes de confiance. Le lendemain matin, en arrivant à la direction, Isabelle perçut immédiatement que quelque chose était différent. Il y avait un climat de tension dans l'air, des employés chuchotant dans les coins, échangeant des regards inquiets. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle à Madame Josette qui semblait particulièrement agitée. « Le gouverneur est venu très tôt » répondit la réceptionniste à voix basse. « Il était furieux, je ne l'ai jamais vu ainsi. Il s'est enfermé avec Monsieur Paul pendant presque 1 heure. Quand il est sorti, il a ordonné de convoquer une réunion avec tous les directeurs pour cet après-midi. A-t-il dit pourquoi ? Pas spécifiquement, mais je l'ai entendu en passant dans le couloir, quelque chose à propos d'insubordination et d'éléments subversifs. » L'estomac d'Isabelle se noua. Mercier était clairement au courant du mouvement croissant contre lui et commençait déjà à réagir. Pendant le déjeuner, elle reçut un autre message de Bernard. « Soyez prudente aujourd'hui. Mercier contre-attaque. Gardez profil bas. Réunion maintenue pour ce soir. » La journée s'écoula lentement, chaque minute chargée de tension. Isabelle resta occupée avec ses tâches habituelles, évitant les conversations inutiles, essayant de paraître aussi normale que possible. Mais intérieurement, son cœur battait rapidement, son esprit travaillait sans cesse, considérant les possibilités, les risques, les prochaines étapes. Quand elle quitta enfin la direction, elle eut l'impression d'avoir échappé à un piège, sur le point de se refermer. Sur le chemin du spa, elle observa la ville avec un regard neuf. Palmiers, avec ses bâtiments modernes et ses avenues planifiées, lui avait toujours semblé être une ville de façade. Belle à l'extérieur, mais cachant une réalité beaucoup plus dure et inégale. Maintenant, cette perception était encore plus aiguë. Chaque panneau publicitaire avec le visage de Mercier, chaque bâtiment public ostentatoire construit avec de l'argent détourné des écoles et des hôpitaux, chaque espace où la police intimidait les jeunes des quartiers périphériques, tout cela criait maintenant justice. Au spa, elle trouva Régine déjà en train d'organiser discrètement l'espace pour la réunion du soir. « J'ai parlé à quelques personnes », informa la gérante à voix basse. 5 employés sont confirmés pour notre séance spéciale de bien-être. Tous ont leurs propres raisons de se joindre à nous. « Excellent », répondit Isabelle. « Bernard et Louise viendront vers 9h, avec quelques autres personnes. »« J'ai préparé la salle de méditation au fond, » expliqua Régine. « C'est l'endroit le plus discret et nous pouvons verrouiller la porte extérieure pour plus de sécurité. » Le reste de l'après-midi se déroula à un rythme normal, avec des clients qui allaient et venaient, des massages et des traitements étant réalisés. Mais sous la surface de normalité, il y avait un courant électrique d'anticipation. Quelque chose d'important était sur le point de se produire. À 8h30, le dernier client quitta le spa. Régine ferma la porte principale, tournant la pancarte vers « Fermé » et baissa les stores. « Tous les autres employés sont déjà partis », informa-t-elle. « Seuls les nôtres sont ici. » Isabelle acquiesça, sentant le poids de la responsabilité. Ces personnes avaient accepté de se réunir sur sa parole, confiantes qu'elle ne les mettait pas en danger inutile. « Allons dans la salle de méditation », suggéra-t-elle. « Je veux parler à tout le monde avant que Bernard et les autres n'arrivent. » Dans la vaste salle de méditation, avec son parfum d'encens et son éclairage doux, 5 employés du spa attendaient. Claire, l'esthéticienne, Georges, le gardien, Marie et Tania, les réceptionnistes, et Philippe, le jeune responsable de l'entretien.
Tous regardèrent Isabelle quand elle entra, leur visage mêlant attente et appréhension. « Merci d'être venue », commença-t-elle, se sentant étrangement nerveuse. Elle n'avait jamais été du genre à parler en public, encore moins à diriger un groupe. « Je sais que vous avez tous vos raisons d'être ici, des raisons personnelles, douloureuses, des histoires sur la façon dont le gouverneur Mercier et son gouvernement ont affecté vos vies. Il y eut des hochements de tête, des regards échangés, des soupirs profonds. Ce que nous commençons ici est important, mais aussi risqué, poursuivit-elle, voulant être totalement honnête. Mercier sait déjà que quelque chose se forme contre lui. Il va lutter, il va essayer de nous intimider, de nous faire taire. Il fait ça depuis des années, commenta Georges, le gardien d'âge moyen avec une cicatrice sur le visage. La différence, c'est que maintenant nous ripostons. Exactement, convint Isabelle, gagnant en confiance. Pendant des années, nous avons tous supporté en silence, chacun gérant sa propre douleur isolément. Mais ensemble nous sommes plus forts. Que ferons-nous exactement ? Demanda Marie, la plus jeune réceptionniste. Quel est le plan ? Bernard et Louise expliqueront mieux quand ils arriveront, répondit Isabelle. Mais la première étape est une manifestation pacifique devant le palais de la Touraine dans 2 semaines. Nous voulons montrer que nous ne sommes pas juste quelques voix isolées, nous sommes nombreux et nous n'avons plus peur. Mes cousins à l'université en ont parlé, dit Philippe, surprenant tout le monde. Il semble que ça se répande déjà parmi les étudiants. C'était une nouvelle à la fois bonne et préoccupante. Bon que le mouvement gagne du momentum. Préoccupant qu'il devienne déjà si connu. À 9 heures précises, Régine entra dans la salle. « Ils sont arrivés », annonça-t-elle. « Je les amène par l'arrière. » Quelques instants plus tard, Bernard et Louise entrèrent, accompagnés de 3 personnes qu'Isabelle ne connaissait pas. 2 hommes et une femme, tous avec des expressions sérieuses et déterminées. Bernard salua Isabelle d'une brève étreinte. « Merci d'avoir organisé cela, » dit-il à voix basse. « C'est exactement ce dont nous avions besoin. » Louise présenta les accompagnateurs. « Voici Charles Mendès, journaliste indépendant qui a documenté des cas de corruption dans le gouvernement régional. Voici Dr René Alves, avocate qui a représenté plusieurs victimes d'abus de pouvoir. Et voici professeur Marcel Lambert, de l'Université de la Touraine, qui a perdu son financement de recherche après avoir publié une étude critique sur les politiques environnementales du gouvernement. » Les présentations continuèrent, tandis que tous s'installaient sur des coussins et des nattes disposés sur le sol de la salle de méditation. Isabelle observa comment le groupe était divers, différents âges, origines, professions, unis seulement par une expérience commune d'oppression et un désir partagé de changement. Bernard assuma naturellement le rôle de facilitateur de la réunion. « D'abord, je tiens à remercier tout le monde d'être ici, d'assumer ce risque. » commença-t-il. « Ce que nous faisons n'est ni facile ni sûr, mais c'est nécessaire. » Il expliqua ensuite la situation actuelle. Comment Mercier avait réalisé que quelque chose se formait contre lui et commençait déjà à réagir. Nos sources indiquent qu'il est particulièrement nerveux concernant la manifestation programmée, poursuivit-il. Il a déjà essayé de faire pression sur la mairie pour révoquer notre autorisation, mais sans succès jusqu'à présent. Le maire, malgré tous ses défauts, a ses propres différends avec Mercier et semble disposé à nous donner cet espace. Kelty, quel est le plan exact pour le jour de la manifestation ? demanda Georges. Nous commencerons à midi, expliqua Louise prenant la parole. Nous aurons une petite scène montée sur la place, avec un système de sonorisation. Nous prévoyons une série de témoignages, des personnes racontant comment elles ont été affectées par le gouvernement Mercier, des histoires réelles, humaines, qui montrent l'impact véritable de ces politiques. Simultanément, poursuivit Charles le journaliste, nous mettrons en ligne un dossier complet avec des preuves de corruption, d'abus de pouvoir et de mauvaise gestion. J'ai déjà des contacts dans la presse nationale qui sont intéressés par l'histoire. Et sur l'aspect juridique, ajouta Dr René, nous présenterons une plainte formelle au procureur de la République avec des copies pour toutes les instances pertinentes. Il leur sera impossible de l'ignorer. Isabelle observait, impressionnée par le niveau d'organisation et de planification. Ce n'était pas juste une protestation impulsive, c'était une stratégie soigneusement élaborée. Le plus important, souligna Bernard,
c'est que la manifestation soit massive. Nous avons besoin de nombre. Chacun de vous connaît des personnes qui ont été lésées par le gouvernement Mercier. Nous avons besoin que ces personnes soient là, montrant leur visage, partageant leurs histoires. Nous avons aussi besoin de sécurité, ajouta Louise. Mercier tentera certainement d'intimider les participants. Nous sommes en contact avec des avocats qui seront présents pour offrir une assistance immédiate en cas de problème. La discussion se poursuivit pendant près de 2 heures. Des détails furent affinés, des responsabilités distribuées, des préoccupations abordées. Isabelle, qui avait commencé la réunion nerveuse et incertaine, se sentit progressivement renforcée par l'objectif partagé, par la détermination collective. Alors que la réunion touchait à sa fin, Bernard s'adressa directement à elle. « Isabelle, il y a quelque chose que nous aimerions vous demander, dit-il d'un ton sérieux. Votre histoire, la persécution personnelle que vous avez subie pour avoir simplement questionné le gouverneur, en public, représente exactement le type de tyrannie que nous combattons. Nous aimerions que vous soyez l'une des personnes à parler sur scène pendant la manifestation. » Un silence expectatif tomba sur le groupe. Tous les yeux se tournèrent vers Isabelle, qui sentit le poids de la décision qu'elle devait prendre. S'exposer publiquement serait risqué, pour son emploi à la direction, pour sa sécurité, peut-être même pour Lucas. Mais ce serait aussi une déclaration puissante, un exemple pour d'autres qui avaient encore peur. « commença-t-elle, incertaine. « Vous n'avez pas besoin de décider maintenant, assura Louise gentiment. Réfléchissez-y. Parlez-en avec votre fils si vous le jugez approprié. C'est une décision importante. » Isabelle acquiesça, reconnaissante pour la compréhension. Quand la réunion se termina enfin, il était déjà plus de minuit. Les participants sortirent discrètement par l'arrière du spa, en petits groupes, pour ne pas attirer l'attention. Bernard fut le dernier à partir, restant en arrière pour parler à Isabelle en privé. « Merci d'avoir organisé cela, dit-il sincèrement. C'était exactement ce dont nous avions besoin, un espace sûr, des personnes engagées. » « Ça semble encore irréel, » confessa Isabelle. « Il y a quelques semaines, j'essayais simplement de survivre au jour le jour. Maintenant, nous organisons un mouvement qui pourrait faire tomber le gouverneur. » Bernard sourit, un sourire fatigué mais déterminé. « C'est ainsi que les changements se produisent. Pas d'un coup, mais graduellement jusqu'à ce que soudain tout se transforme. « Pensez-vous que nous avons une chance ?» demanda-t-elle, donnant voix au doute qu'elle portait encore. « Il est si puissant. »« Le pouvoir est une illusion, » répondit Bernard. « Il est basé sur la peur, sur la croyance que nous ne pouvons pas résister. Une fois que cette croyance commence à se défaire, » il laissa la phrase inachevée, mais le sens était clair. En quittant le spa, Isabelle sentit l'air frais de la nuit toucher son visage. Elle regarda le ciel étoilé de palmiers, se sentant étrangement en paix malgré les risques qu'elle affrontait. Quelque chose changeait, pas seulement dans la ville, mais en elle. La peur qui l'avait contrôlée pendant si longtemps commençait à céder la place à quelque chose de plus fort. Courage, détermination, espoir. Sur le chemin du retour, son téléphone vibra avec un message de Régine. « Merci pour cette soirée. Pendant des années, j'ai porté seul la douleur de la perte de mon frère. Maintenant, je sens que je peux enfin faire quelque chose, que nous pouvons tous faire quelque chose. Ensemble. » Isabelle sourit à l'écran, ressentant une vague d'émotion. Elle n'était plus seule. Aucun d'entre eux ne l'était. La semaine qui précéda la manifestation passa dans un tourbillon d'activités frénétiques. Isabelle vivait dans un état d'alerte constant, partageant son temps entre son travail à la direction, où chaque regard, chaque conversation interrompue semblait chargée de suspicion, et les réunions secrètes qui continuaient à se tenir au spa après la fermeture. Le réseau de résistance grandissait chaque jour, avec de nouvelles personnes rejoignant la cause, apportant leurs propres histoires d'oppression et d'espoir. À la direction, le climat était d'une tension palpable. Le gouverneur Mercier avait intensifié sa présence, apparaissant presque quotidiennement pour des inspections surprises que tous savaient être des tentatives d'intimidation. Ses yeux froids s'attardaient souvent sur Isabelle, comme s'il savait exactement ce qu'elle tramait. Lors d'une de ses visites, 3 jours avant la manifestation programmée, il la coinça dans un couloir désert. « Isabelle, » dit-il avec ce sourire faux qu'elle connaissait si bien. « J'ai entendu des choses intéressantes à votre sujet dernièrement.
Elle garda un visage impassible, des années de pratique à cacher ses émotions devant lui, servant enfin à un dessein plus grand. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur le gouverneur. »« Non ?» Il s'approcha, envahissant son espace personnel, de manière calculée. « Étrange. Mes informateurs disent que vous avez été vu avec certaines fréquentations préoccupantes. » Le cœur d'Isabelle s'accéléra, mais sa voix resta stable. « J'ai 2 emplois, monsieur le gouverneur. Je connais beaucoup de personnes. »« bien sûr, répondit-il, l'étudiant attentivement. « Je pensais juste vous avertir. Par considération, certaines associations peuvent être préjudiciables, surtout pour quelqu'un dans votre position, quelqu'un avec un fils à élever. » La mention de Lucas glaça son sang, mais Isabelle ne montra aucune réaction. « J'apprécie votre préoccupation, » répondit-elle, avec un calme qu'elle ne ressentait pas. « Mais je vis simplement ma vie comme je l'ai toujours fait. » Mercier sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Soyez simplement prudente, Isabelle. Des temps turbulents approchent. Ce serait dommage que vous soyez du mauvais côté quand la tempête arrivera. » Sur ces mots, il s'éloigna, la laissant tremblante intérieurement, mais plus déterminée que jamais. Ce soir-là, elle rapporta l'incident à Bernard lors d'une réunion au spa. « Il devient désespéré », commenta Bernard, le visage grave. « C'est à la fois bon et mauvais. Bon parce que cela signifie que nous avons un impact. Mauvais parce qu'un homme désespéré est capable de n'importe quoi. »« Pensez-vous que nous devrions reporter la manifestation ?» demanda Louise, inquiète. « Non, » répondit fermement Bernard. « C'est exactement ce qu'il veut, montrer qu'il peut encore nous intimider. Nous devons aller de l'avant, mais avec une prudence redoublée. » Isabelle acquiesça, d'accord avec cette évaluation. Ces derniers jours, elle avait fait un choix conscient, de ne pas reculer, de ne pas permettre à la peur de la contrôler à nouveau. La menace voilée de Mercier n'avait fait que renforcer sa détermination. « Nous devons prévenir tout le monde, » dit-elle. « Pour qu'ils restent vigilants, protègent leur famille. »« Nous y travaillons déjà, » assura Charles, le journaliste. « Nous créons un réseau de communication sécurisé, utilisant uniquement des téléphones prépayés et des messages codés. »« Et votre fils ?» demanda doucement Louise. « Lui avez-vous parlé de tout cela ?» La question touchait un point sensible. Isabelle n'avait toujours pas informé Lucas de son implication dans le mouvement. Une partie d'elle voulait le protéger en le maintenant dans l'ignorance. Une autre partie savait que c'était non seulement impraticable, mais potentiellement dangereux. « Pas encore, » admit-elle, « mais je vais lui parler ce soir. Il mérite de savoir et il doit être préparé. » Quand elle rentra chez elle ce soir-là, elle trouva Lucas en train d'étudier à la petite table de la cuisine. Livres et cahiers éparpillés autour de lui. Pendant un moment, elle l'observa en silence. Son fils, presque un homme maintenant, concentré sur ses études, rêvant d'un avenir qu'elle luttait pour rendre possible. « Lucas » appela-t-elle doucement. « Pouvons-nous parler ?» Il leva les cils, pieux, surpris par son ton sérieux. « Bien sûr, maman, quelque chose est arrivé. » Isabelle s'assit en face de lui, essayant d'organiser ses pensées, cherchant les mots justes. « Tu te souviens quand tu m'as demandé s'il se passait quelque chose avec moi? Si j'étais différente ?» Lucas acquiesça, fermant son livre et lui accordant toute son attention. « Oui, tu as dit que tu avais trouvé quelque chose d'important. »« Et j'ai trouvé, » confirma-t-elle, respirant profondément. « J'ai trouvé du courage, Lucas. Le courage d'affronter enfin quelqu'un qui nous fait du mal depuis longtemps. » Les yeux de l'adolescent s'écarquillèrent de compréhension. « Le gouverneur, dit-il, non pas comme une question, mais comme une constatation. »« Oui, » confirma Isabelle, pas totalement surprise par la perspicacité de son fils. Lui et tout ce qu'il représente. Dans les minutes qui suivirent, elle raconta à Lucas l'histoire de Bernard, du mouvement qui grandissait, de la manifestation prévue. Elle lui parla des réunions secrètes au spa, des histoires qu'elle avait entendues d'autres victimes de Mercier, de l'espoir qui naissait après des années de peur. Lucas écouta en silence, son jeune visage alternant entre expressions de préoccupation, d'admiration et de détermination. « Pourquoi me racontes-tu cela maintenant ?» demanda-t-il quand elle eut terminé. « Parce que je veux que tu sois préparé, » répondit honnêtement Isabelle. « Le gouverneur a déjà fait des menaces voilées te concernant. Je veux que tu sois prudent
que tu restes vigilant. Et aussi, elle hésita, rassemblant son courage. Aussi parce que je vais parler lors de la manifestation. Je vais raconter notre histoire publiquement. Et tu as le droit de le savoir avant. Un silence pesant tomba entre eux. Isabelle s'attendait à de la surprise, peut-être même à de la peur ou une objection. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était au regard d'intense fierté qui apparut sur le visage de son fils. « Enfin, dit-il, sa voix empreinte d'émotion. Enfin, tu vas leur montrer qui tu es vraiment. » Ces paroles la prirent au dépourvu, faisant monter les larmes à ses yeux. « Et qui suis-je, Lucas ? La personne la plus forte que je connaisse, répondit-il simplement. La personne qui m'a toujours appris à faire ce qui est juste, même quand c'est difficile, même quand on a peur. » Isabelle tendit la main, serrant celle de son fils sur la table. « Je suis désolée de ne pas avoir été cet exemple pendant si longtemps, dit-elle doucement. De m'être tue, d'avoir avalé les humiliations. Non, interrompit fermement Lucas. Tu as toujours été forte. Survivre est aussi une forme de force. Tu as fait ce que tu devais faire pour nous protéger. Maintenant, tu fais ce qui doit être fait pour changer les choses. » À ce moment, Isabelle vit son fils avec un regard neuf, non plus comme un enfant qui avait besoin de protection, mais comme un jeune homme avec sa propre sagesse, son propre courage. « Je veux y aller, » dit soudainement Lucas. « À la manifestation, je veux être là, te soutenir. » La première réaction d'Isabelle fut protectrice, vouloir le tenir à l'écart, en sécurité, mais le regard déterminé dans ses yeux était un reflet du sien. Qui était-elle pour lui refuser le droit de lutter pour son avenir? « C'est dangereux, » avertit-elle, sachant déjà que sa décision était prise. « La vie entière a été dangereuse sous son gouvernement, » répondit Lucas avec une maturité qui la surprit. « Il est temps de changer cela. » Dans les jours qui suivirent, la tension dans la ville augmenta visiblement. Des affiches annonçant la manifestation apparurent mystérieusement pendant la nuit pour être arrachées quelques heures plus tard par des employés municipaux. Sur les réseaux sociaux, les hashtags liés à la protestation gagnaient du terrain, malgré les tentatives de censure. Dans les rues, les policiers patrouillaient plus fréquemment, particulièrement aux alentours de la place des Tournesols. La veille de la manifestation, une réunion finale fut organisée au SPA. Le groupe avait considérablement grossi. Il comprenait maintenant des professeurs d'université, de petits entrepreneurs, des fonctionnaires, des étudiants, tous unis par un objectif commun. « Demain est le jour », commença Bernard, sa voix grave résonnant dans la salle bondée. « Le jour où nous montrons enfin à Alexandre Mercier que nous n'avons plus peur, que son air d'intimidation et d'abus touche à sa fin. » Un murmure d'approbation parcourut le groupe. « Nos sources indiquent qu'il prévoit d'envoyer des policiers en civil pour infiltrer la manifestation, » poursuivit-il. « Probablement pour inciter à la violence, créer une excuse pour la répression. Nous devons être vigilants, maintenir la manifestation pacifique à tout prix. »« Et la presse ?» demanda Charles. « J'ai obtenu la confirmation de reporters de 3 médias nationaux. Ils seront là pour couvrir l'événement. »« Excellent, » répondit Bernard. « La visibilité nationale est cruciale. Mercier ne peut pas faire taire tous les médias. » Louise prit ensuite la parole, détaillant la logistique de l'événement. Horaire, positionnement, séquence des discours. Isabelle serait la 3e à parler, après un professeur d'université et un petit entrepreneur dont l'affaire avait été ruinée par les politiques prédatrices du gouverneur. « Souvenez-vous, » conclut Louise, « demain n'est pas seulement une protestation contre Mercier, c'est aussi montrer qu'il existe une alternative, que nous pouvons construire une Touraine meilleure, plus juste, où le pouvoir sert le peuple, pas l'inverse. » À la fin de la réunion, alors que les gens se dispersaient discrètement, Bernard s'approcha d'Isabelle. « Êtes-vous prête pour demain ?» demanda-t-il gentiment. « Je crois que oui, » répondit-elle, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne se sentait. « Mon fils veut venir aussi. J'ai essayé de l'en dissuader, mais... » « Il a le même esprit que sa mère, » compléta Bernard avec un sourire. « Je comprends votre inquiétude, mais c'est peut-être bien qu'il soit là. Qu'il vous voie prendre position. Ce sont des leçons qui restent pour toute la vie. » Isabelle acquiesça, encore partagée, mais reconnaissant la vérité dans ses paroles. « Bernard, » dit-elle après un moment d'hésitation, « si quelque chose tourne mal demain, si Mercier riposte d'une façon ou d'une autre,
Nous ne le permettrons pas, interrompit-il fermement. Nous sommes ensemble dans cette affaire, Isabelle, tous. Nous ne laisserons personne derrière. Ces paroles apportèrent du réconfort, mais ne dissipèrent pas complètement son appréhension. Cette nuit-là, couchée dans son lit, Isabelle affronta ses peurs une par une. Peur de perdre son emploi, peur de représailles, peur pour l'avenir de Lucas. Et plus profondément, peur d'échouer, que tout ce mouvement, tout cet espoir, finisse écrasé par le pouvoir implacable de Mercier. Mais à côté de ces peurs, quelque chose de nouveau grandissait en elle, une certitude qu'elle était sur le bon chemin, que certaines batailles devaient être menées, quel que soit le résultat. Une certitude que même si elle perdait tout, elle ne perdrait pas l'essentiel, sa dignité, son intégrité, sa voix. Avec ces pensées, elle s'endormit finalement, se réveillant avant l'aube avec une détermination calme qui la surprit elle-même. Elle prépara le petit déjeuner pendant que Lucas dormait encore, puis s'assit à la table de la cuisine pour finaliser son discours. Les mots coulaient maintenant avec une clarté qu'elle n'avait pas réussi à atteindre les jours précédents, comme si elle avait enfin trouvé sa véritable voix. Quand Lucas se leva, il la trouva encore en train d'écrire, complètement absorbée. « Bonjour », dit-il, l'observant avec curiosité. « Ton discours ?» Elle leva les yeux, souriant. « Oui, les mots viennent enfin. Je peux lire ?» demanda-t-il timidement. Isabelle hésita seulement un instant avant de lui passer les pages. Lucas lut en silence, son jeune visage concentré, acquiesçant occasionnellement ou réagissant avec une émotion visible. « C'est parfait, maman », dit-il en terminant, lui rendant les pages avec révérence. « Ça touchera beaucoup de gens. »« J'espère », répondit-elle, rangeant le discours dans son sac. « Il est temps de nous préparer. Nous avons une longue journée devant nous. » La place des Tournesols, cœur administratif de Palmiers, commença à se remplir de gens vers 10 heures du matin, 2 heures avant l'horaire officiel de début de la manifestation. Des groupes arrivaient de toutes les directions, familles, étudiants, personnes âgées, travailleurs, beaucoup portant des pancartes faites à la main avec des phrases comme « assez d'oppression »,« la Touraine mérite le respect » et contre « la politique de la peur ». Isabelle et Lucas arrivèrent à l'endroit désigné pour les organisateurs vers 11 heures. Une petite scène avait été montée avec un système de son et une simple bannière, pour une Touraine libre et juste. Autour des volontaires identifiés par des brassards verts distribuaient de l'eau, orientaient les manifestants et surveillaient attentivement tout signe de provocation ou d'infiltration. Bernard l'accueillit avec une chaleureuse accolade. « Impressionnant, n'est-ce pas ?» dit-il, indiquant la foule qui ne cessait de grossir. « Nous estimons déjà au moins 2000 personnes, et il en arrive encore. » Isabelle regarda autour d'elle, émerveillée. Elle n'avait jamais imaginé que tant de personnes répondraient à l'appel, que tant seraient prêtes à s'exposer, à prendre des risques pour cette cause. « C'est plus que ce que nous espérions, » commenta-t-elle, sentant une vague d'émotion. « Ce n'est que le début, » répondit Bernard, une lueur déterminée dans les yeux. Les gens attendaient juste un signal, Isabelle, un signal qu'ils n'étaient pas seuls dans leur mécontentement. Louise s'approcha accompagnée d'un groupe d'avocats qui seraient de garde pendant l'événement. « Les journalistes sont déjà arrivés », informa-t-elle. 3 chaînes nationales et plusieurs médias indépendants. Charles coordonne les interviews. « Et Mercier ?» demanda Isabelle, regardant instinctivement vers l'imposant palais de la Touraine qui dominait la place. « Enfermé dans le palais depuis tôt ce matin, » répondit Bernard. « Nos sources disent qu'il est furieux, mais essaie de maintenir l'apparence qu'il n'est pas inquiet. »« Il y a des policiers partout, » observa Lucas, qui jusque-là observait silencieusement. « Certains en civil, je pense. » Bernard regarda le jeune homme avec un intérêt renouvelé. « Tu as de bons yeux, » commenta-t-il. « Oui, nous les surveillons. Jusqu'à présent, ils semblent seulement observer sans intervenir. À midi précise, la manifestation commença officiellement. Un professeur d'université monta sur scène pour souhaiter la bienvenue et expliquer le but de l'événement. Sa voix ferme résonna sur la place, maintenant complètement occupée par une foule que les organisateurs estimaient à plus de 5000 personnes, un nombre sans précédent pour une protestation à Palmiers. « Nous sommes ici aujourd'hui, non seulement pour protester contre un dirigeant, » déclara le professeur. « Nous sommes ici pour réaffirmer des valeurs fondamentales, dignité, justice,
respect. Nous sommes ici parce que nous croyons que le pouvoir public doit servir le peuple, pas l'opprimer. » Une vague d'applaudissements parcourut la foule. Le premier orateur monta sur scène. Un petit entrepreneur qui raconta comment son affaire avait été systématiquement sabotée après qu'il eut refusé de payer des pots de vin à des fonctionnaires liés au gouverneur. Son histoire, racontée, avec une émotion brute, fit taire la place. Tandis que le deuxième orateur se préparait, Isabelle sentit son cœur s'accélérer. Dans quelques minutes, ce serait son tour. Louise s'approcha, serrant sa main en solidarité silencieuse. « Vous y arriverez, » dit-elle doucement. « Votre histoire doit être entendue. » Soudain, un murmure parcourut la zone proche de la scène. Bernard, qui surveillait la situation à travers une oreillette, s'approcha rapidement. « Mercier sort du palais, » informa-t-il à voix basse, avec un groupe de conseillers et de gardes. Il semble qu'il va faire une déclaration improvisée sur « les marches ». Il essaie de détourner l'attention, commenta Louise, irritée. « Typique. »« Laissez-le essayer, » répondit Bernard avec un sourire confiant. « Les médias sont déjà ici. Il ne peut pas contrôler le récit comme il en a l'habitude. » Tandis que le deuxième orateur concluait son discours, Isabelle pouvait voir au loin le gouverneur Mercier se positionner sur les marches du palais, entouré de sa suite. Même à distance, sa posture arrogante était reconnaissable. « C'est votre tour, » dit doucement Bernard, touchant son épaule. « Montrez-lui qui vous êtes vraiment. » Le cœur battant fort mais avec une détermination encore plus forte, Isabelle monta les quelques marches jusqu'à la scène. La vision qu'elle eut de là-haut lui coupa momentanément le souffle. Des milliers de visages tournés vers elle, attendant, faisant confiance. « Je m'appelle Isabelle Dupont », commença-t-elle, sa voix d'abord tremblante gagnant en force à chaque mot. « Je suis fonctionnaire depuis 15 ans et mère célibataire d'un fils adolescent. Et depuis 3 ans, je vis sous l'ombre de la peur et de l'humiliation constante. » Tandis qu'elle parlait, racontant son histoire de persécution personnelle, après avoir publiquement questionné les coupes dans l'éducation, Isabelle sentit une transformation se produire en elle. Chaque mot prononcé était comme un poids retiré de ses épaules. Chaque regard de compréhension et d'empathie dans la foule était comme une confirmation qu'elle n'était plus seule. « Le gouverneur Mercier, » continua-t-elle, sa voix maintenant forte et claire, a transformé un simple acte de citoyenneté, questionner des politiques publiques, en une excuse pour une persécution systématique. Tous les jours, sur mon lieu de travail, on me rappelle que ma position est fragile, que ma voix n'importe pas, que mon fils et moi sommes à la merci de son humeur. Du coin de l'œil, elle remarqua un mouvement sur les marches du palais. Mercier avait arrêté son propre discours, apparemment stupéfait de voir qui était sur la scène de la manifestation. Même à distance, Isabelle pouvait sentir sa colère, son choc de voir celle qu'il considérait comme insignifiante, maintenant menant des milliers contre lui. Mais aujourd'hui, poursuivit-elle, sentant une force qu'elle n'avait jamais su posséder, je suis ici pour dire que je n'ai plus peur. Je suis ici pour dire que nous, le peuple de la Touraine, méritons des dirigeants qui nous respectent, qui nous servent, pas qui nous intimident et nous oppriment. La foule éclata en applaudissements assourdissants. Isabelle vit Lucas au premier rang, des larmes aux yeux, applaudissant avec une fierté débordante. Elle vit Bernard et Louise côte à côte, des sourires de satisfaction sur leurs visages. Elle vit Régine et les employés du spa, unis en solidarité. Et au loin, elle vit Mercier, le visage tordu dans un mélange de colère et d'incrédulité, réalisant finalement que son règne de peur touchait à sa fin. « Ensemble, » conclut Isabelle, sa voix chargée d'émotion mais ferme dans sa conviction, nous pouvons construire une Touraine où personne n'a besoin de vivre dans la peur de ses dirigeants. Où le pouvoir sert le peuple, pas l'inverse. Où nos enfants peuvent grandir en sachant que leur voix compte, que la vérité compte, que la justice compte. Quand elle termina son discours, la place explosa en applaudissements et en cris de soutien. Des gens s'embrassaient, certains pleuraient ouvertement. C'était comme si un barrage avait cédé, des années de peur et de résignation cédant, la place à une vague d'espoir et de détermination collective. En descendant de la scène, Isabelle fut immédiatement enlacée par Lucas, qui ne tentait plus de cacher ses larmes. « Tu as été incroyable, maman, » dit-il, la voix émue. « Tout le monde parle de ton discours. » Bernard s'approcha, le visage illuminé par un sourire triomphant. « Avez-vous vu sa réaction ?» demanda-t-il, indiquant discrètement le palais,
où Mercier avait disparu à l'intérieur, abandonnant apparemment sa contre-déclaration. « Je ne l'ai jamais vu aussi ébranlé. C'est parce qu'il a enfin compris, répondit Louise, les rejoignant. Compris qu'il a perdu son pouvoir le plus important, le pouvoir de la peur. » Tandis que la manifestation continuait, avec plus d'orateurs partageant leurs histoires, Isabelle observait la transformation autour d'elle. Ce qui avait commencé comme une protestation devenait quelque chose de plus grand. Un mouvement, un éveil collectif, le début d'une nouvelle ère pour la Touraine. En fin d'après-midi, quand la foule commença à se disperser pacifiquement, Bernard rassembla les principaux organisateurs. « Ce n'est que le début, dit-il, le visage sérieux, mais plein d'espoir. Mercier va réagir, va tenter des représailles. Mais nous ne sommes plus seuls, et nous ne sommes plus sans défense. »« Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Isabelle, épuisée mais revigorée par l'expérience de la journée. « Maintenant, » répondit Bernard avec un sourire déterminé, « nous portons cette lutte dans tous les coins de la région. Nous continuons à grandir, nous continuons à faire pression. Et nous ne nous arrêtons pas jusqu'à ce que la Touraine soit vraiment libre. » Alors que le soleil se couchait sur la place des Tournesols, Isabelle regarda le palais de la Touraine, symbole du pouvoir qui l'avait si longtemps opprimé. Pour la première fois, elle ne ressentit pas de peur en le contemplant. À la place, elle ressentit quelque chose d'entièrement nouveau. La certitude que, quoi qu'il arrive ensuite, elle avait récupéré quelque chose de précieux que Mercier ne pourrait plus jamais lui prendre.